Je reviens à ce que j'ai dit. Il y a Ouattara qui, quand il était dans l'opposition, là, il a fait une chose que le président Laurent Gbagbo a fait, mais en mieux, en s'appuyant sur la loi. Lui, Ouattara, il ne s'est pas appuyé sur la loi. Mais est-ce qu'à un seul moment, Ouattara a laissé respirer le pouvoir d'Henri Konan Bédié? Je vous pose la question. Ça n'a été que dénonciation sur dénonciation, calomnie sur calomnie, insulte sur injure, communication morbide sur communication morbide. Mais à chaque fois, il y avait toujours de quoi dénoncer le pouvoir d'Henri Konan Bédié. À une telle enseigne que, en le faisant, ça crée ce qu'on appelle l'exaspération en politique, et ça conditionne plus ou moins l'actualité politique, et ça fige les regards et les consciences sur ce qui est en train de se faire. Imaginez-vous, on ne dit absolument rien. On regarde, on laisse faire Ouattara. On perd tout. Il faut quelqu'un pour toujours appuyer à fond l'accélérateur concernant ce qui se passe. Pourquoi toutes ces mises en scène que vous voyez pour décrédibiliser Laurent Gbagbo, pourquoi ça ne vous interpelle pas? Parce que celui qui donne la valeur à la lutte, mais qui aussi gêne considérablement le pouvoir de Ouattara, sans les armes, c'est Laurent Gbagbo. Comme on n'arrive pas à le faire taire, et qu'il jouit d'une certaine crédibilité aux yeux des Ivoiriens, il faut le faire passer pour un vil personnage, pour un pantin. Donc, on fait une communication de, comment je peux dire ça, de salissure à son encontre, où on dit qu'en fait, Laurent Gbagbo, il était de connivence avec la rébellion, et de plus, il se fait manipuler, et de plus, il ne connaît rien. Donc, si un tel personnage est dépeint de la sorte, qu'est-ce qu'il va venir dire encore qui va avoir de la valeur? Parce que, bon, ce n'est rien. Donc, toute cette cabale est orchestrée, organisée, contre une seule personne, et les gens ne comprennent pas pourquoi. Et c'est toujours dans sa direction. Black, sors de veille, pardon. Ça fait chuter mon panel. Sors de veille, s'il te plaît. Ça fait chuter mon panel. Même si t'es occupé, tu descends, après tu remontes. Ok? Donc, Ouattara, quand il est dans l'opposition, il est au taquet avec Konan Bédié. Mais quand Bédié tombe et que le président Laurent Gbagbo vient, la première des revendications qu'il va faire, c'est que je ne reconnais pas le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et que lui n'attendra pas 5 ans. Est-ce qu'il s'est empêché un seul instant de continuer à dénoncer les diatribes en griffe, ou alors les imperfections, ou alors de dire tout et n'importe quoi sur le pouvoir de Laurent Gbagbo? Non, il a continué. Il n'a jamais arrêté de le faire. À telle enseigne que ça a créé quelque chose auprès d'une certaine population qui était en griffe de la même région que lui et qui ont décidé de l'accompagner dans son plan machiavélique de venir porter le glaive dans la même patrie, donc d'attaquer la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il a toujours dit que Laurent Gbagbo est sectaire. Laurent Gbagbo tue les musulmans. Il a fait ça. Et quand ça a franchi le Rubicon, il a été facile pour lui de monter la rébellion avec l'appui de cette oligarchie occidentale-là pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Maintenant, pourquoi quand Laurent Gbagbo le fait, il ne se tait pas, il accule Ouattara, il dénonce, et en plus, ce qu'il dit de Ouattara est vrai. Pourquoi nous, on ne peut pas lui porter notre soutien? C'est bizarre quand même, hein? Donc, ce que le président fait là, on appelle ça de la politique, mais une politique qui est stratégique et qui est pure, parce que si on l'entend d'une oreille qui est très bonne, on va arriver à bout du pouvoir de Ouattara, parce que Ouattara, vous avez vu qu'il se cache derrière Ouattara. Donc, à force de savoir, à force de dénoncer, les gens ont fini par sortir leur tête dans l'eau. Donc, comprenez que on est un combat qui est d'une ampleur, mais trop important. Mais le président sait que s'il n'y a pas quelqu'un pour dire à chaque fois, non au quatrième mandat, on ne veut pas de Ouattara, on aura définitivement perdu. Il faut arriver à un point de saturation où, une fois que les conditions auront été vraiment préparées, tout sera rempli, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mais qui doit porter ce que le président fait? C'est nous. Moi, je ne sais pas si on doit dire beaucoup de choses. Et je suis content parce que le président ne regarde pas certaines choses. Parce que s'il voulait regarder ça, il aurait baissé les bras, il aurait laissé tomber. Bon, Laurent Gbagbo ne parle plus, c'est Sereti. Expliquez-moi ce qui se passe. Vous qui l'accablez là. Le président Laurent Gbagbo Sereti, il fait plus de com, il fait plus rien. Est-ce que vous savez le fait d'ouvrir la porte pour la CPI? Vous savez ce que ça va entraîner à la suite? Parce qu'il explique que
Si je ne suis pas allé aux élections, je suis allé aux élections avec les armes, il y a deux raisons fondamentales. Il y a ceux qui soutiennent Ouattara à ce moment-là, qui nous ont mis la pression. Pourquoi? Parce que, oh, ça m'énerve même d'expliquer tout ça même. Ça m'énerve encore. Je ne comprends pas pourquoi on ne perçoit pas facilement ce que le leader est en train de faire. Il ne faut pas se taire. Quand Mandela était en prison là, c'était les Mbeki là qui étaient sur le terrain. Les Zuma que vous voyez là. Mais ils ont mené la résistance. Ils n'ont jamais... Est-ce que les Blancs qui étaient au pouvoir en Afrique du Sud là, il y a quelqu'un qui pouvait leur faire quelque chose? Et puis c'était des Blancs. Donc, ils avaient l'aval de la communauté internationale. C'est les Blancs qui dirigent le monde là. En tout cas, c'est la vérité. Il y a eu massacre sur massacre. Qui vous avez vu condamner les massacres en Afrique du Sud? Qui vous avez vu condamner les massacres en Afrique du Sud? Qui? Mais est-ce que c'est pour autant que l'ANC, avec son leader en prison, a abandonné la lutte? Ils ont continué de faire des marches. Mais allez-y vous renseigner, de dénoncer, de battre le pavé. Même si les gens font 1000 investitures, nous, on n'est pas d'accord avec. Il faut adopter cette posture-là. À force de maintenir la posture, cette pression permanente sur le pouvoir des Blancs en Afrique du Sud, là, est-ce que ça n'a pas amené les gens à la table de discussion? Est-ce que ça n'a pas amené les gens à la table de discussion? Est-ce que ça n'a pas débouché à la libération de Mandela? Est-ce que le peuple n'a pas eu raison finalement? Donc, de quoi on a, c'est quoi qui fait que, genre, c'est tout est fini là? Donc ça, le président n'a qu'à venir s'asseoir pour vous expliquer ça? Non, c'est trop évident. On ouvre une porte. Quand une porte semble être, on continue, on ne laisse pas. On a défini que on ne fera pas le quatrième mandat. On ne le reconnaît pas. C'est un coup d'état constitutionnel. On apporte les dispositions, les preuves et tout. Mais avant ça, voici ce qui s'est passé. Il y a eu des assassinats, il y a eu des meurtres, il y a eu une rébellion qui a été oudie. Il y a un camp qui a été jugé. Celui qui a été à la base de ça, c'est lui qui est en train de faire investiture aujourd'hui. J'appelle à ce que la CPI, en tout cas mes avocats, prennent des dispositions pour qu'on puisse introduire, réintroduire ou réouvrir l'affaire de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est quelque chose qui plaît à Ouattara? Vous pensez que ça les met à l'aise? Vous pensez qu'ils sont contents de ça? Mais qui fait ça? C'est Laurent Gbagbo. Bon, Laurent Gbagbo fait pas ça, c'est PDCI qui fait ça. C'est PDCI qui fait ça. Hein? C'est PDCI qui fait ça. Ou bien c'est qui fait ça? Ceux qui ont lutté pour que Dramane soit au pouvoir, là, ils ont... Dites, le président Laurent Gbagbo, c'est une victime. Donc, c'est une victime de cette injustice qui consacre le quatrième mandat, parce que c'est l'injustice là qui fait que Ouattara est président du quatrième mandat. Si on veut annuler ce quatrième mandat dont on n'est pas d'accord, il faut réparer l'injustice qui a été faite. Parce que si l'injustice est réparée, de facto, ça impacte ce mandat qui ne doit pas avoir lieu. Pourquoi les gens, pourquoi le président mettait ça? On va pas aux élections. Mais il faut ça. Il faut ça. Parce que sans ça, tu ne peux pas arriver. Nous, on ne prend pas les fusils. Nous, on ne prend pas les fusils. Mais le fait qu'on ne prenne pas les fusils là, regardez comment les gens sont dérangés. Vous pensez que c'est facile de détenir en prison 2000 personnes qui simplement ont décidé de marcher? Quand le président décide de mettre en place une plateforme de personnes, en tout cas d'avocats, à l'effet de travailler à ce que il soit reconnu les droits des 2000 personnes emprisonnées là. Oh. Mais tout ça, mais c'est une façon de continuer à cristalliser l'actualité politique sur l'injustice et la dictature. Mais ça va avoir forcément son point d'ancrage. Est-ce que vous comprenez? Peignan Koulibaly, n'oublie pas que tu m'apprends rien. Il faut comprendre ce que je dis. Tu m'apprends absolument rien. Je suis en train de situer qu'est-ce que Laurent Gbagbo représente dans ce dans quoi nous sommes. Parce que si lui n'est pas là, c'est fini. Plus jamais vous n'allez retrouver la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il est là, il donne ses dernières forces. Il maintient cette pression-là. Ne saisissons pas ça. Mais cachons-nous derrière des panels et puis on va tirer sur lui. Ou alors, suivons les gens qu'on paye pour les faire passer ces plateaux télé, pour discréditer les leaders, les cyberactivistes qu'on révèle ça et là, des gens qu'on paye pour les faire introduire dans le PPACI, pour phagocyter le PPACI de l'intérieur, pour le vider de sa substance. Aujourd'hui, il y a une situation qui fait que on arrive à les extirper de nos rangs, on arrive à dire, mais les gars, les autres partis ont abandonné, ils ont fui. Ou bien c'est Assalé Temoko qui a lutté pour vous? Hein? Assalé Temoko, il a déjà dit que Ouattara a fait braquage électoral. Mais c'est à nous de dire ça. C'est à nous de dire ça. Et le président, mais c'est
C'est une charge énorme que de se dresser, pas contre uniquement Ouattara, mais contre toute l'oligarchie occidentale. Puisqu'on sait que c'est eux qui sont derrière, c'est eux qui n'ont pas voulu qu'il y ait le désarmement. C'est eux qui ont créé ces conditions-là. Et ces conditions-là ont fait quoi? On créé cette injustice-là qui fait que Ouattara fait 4 mandats. Bessigyan, il faut continuer la lutte. La prison, là, c'est un passage obligé pour les pays qui veulent s'émanciper. Tout ce que tu vois aujourd'hui, ces pays fiers, libres, debout, qui vivent pleinement de leurs richesses, de leur sous-sol, de leurs ressources naturelles, là, ils ont battu le pavé. Faut pas pleurer parce que c'est une bataille de longue haleine. Je t'ai dit que les Sud-Africains, plus de 20, plus de 30, plus de 40 ans, en train de se faire massacrer. Ils ont ce truc. C'est parce que ce que nous sommes en train de faire là, mais ça dérange. Et il faut continuer cela. Ce n'est pas nous, on s'est découragé pourquoi? Qu'est-ce que nous on a à perdre? Et puis on s'est découragé. Qu'est-ce que nous on a à perdre? Et puis nous on s'est découragé. Nous on n'a rien à perdre, on a tout à gagner au contraire. Mais qui a plus à perdre? Pourquoi on veut coûte que coûte museler tous ceux qui parlent contre le bois de Ouattara? Mais parce que ça va créer, comme je le disais, ça va créer un enlissement. Ça va finir par conditionner, par créer une forme de conjecture. Ça va créer les éléments qu'il faut pour notre salut. Si le président Laurent Gbagbo s'était tué contre Fouille là, est-ce qu'un jour, on allait arriver à là? Est-ce que c'était un baobab quand même? Est-ce que le président Laurent Gbagbo a eu à utiliser les armes contre Fouille? Mais est-ce qu'on n'a pas eu des acquis démocratiques? Est-ce qu'in fine, on n'a pas fini par l'accompagner au pouvoir? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas pu exprimer? Est-ce que, grâce à cette bataille-là, on n'a pas pu affronter à un moment donné l'armée française ici? Est-ce qu'on n'a pas fini par comprendre tout ce qui était orchestré dans le noir là? Est-ce que ça n'a pas fini par être mis à jour? Est-ce qu'on est... Aujourd'hui, on sait que c'est la France qui est derrière tout ça, l'ONU, tout ça. Donc, c'est pas un petit combat. Un petit combat, ça ne se gagne pas en 2 jours, les frères. Donc, parce que le président a dit nos 4 mandats, il y a eu un serment d'investiture, donc on laisse tomber quoi. Ah, les gars. Nous, le président a besoin de nous. Il a besoin de nous. La lettre, c'est toujours la continuité du 4 mandats, avec un autre front qui est ouvert. Il dit quoi? Mon ami, toi tu bouffes dans ça, faut pas aller travailler si c'est l'argent de TikTok. Et bloquer ces conneries là, bloquez-les. Et puis tapotez s'il vous plaît. C'est pas la télévision ici. Mes gars, mes admins maintenant, ils bloquent même pas les gens. Attends, je vais monter un peu. Excusez-moi, hein, j'ai fait monter un peu. J'ai même pas encore expliqué même le fond de la lettre, hein. Je suis juste resté en train d'expliquer. Non, mais motos, Gogoli, c'est mes motos là, vraiment, peut-être il les paye pas, je sais pas. Il y a les jetés même. Non, on peut rigoler. Black, ramène ta demande, hein, parce que tu étais en chose. Donc, je ne suis pas encore venu. Mariana, ramène ta demande parce que tu vas tomber tout de suite. Voilà, parce que combien longtemps tu avais... Les gars, arrêtez de tout confondre. Le président Laurent Gbagbo, là, il n'est pas fou. C'est pas un enfant. On va ouvrir encore une autre porte de la lutte. La lutte, elle est multiforme. Nous, on n'utilise pas les armes pour aller faire la lutte, frère. Nous n'utilisons pas les armes pour aller faire la lutte. Pourquoi les gens ont peur qu'on amène cette histoire en justice? Mais parce qu'ils ont utilisé des moyens non conventionnels et ces moyens-là ont débouché sur des massacres de personnes. Ces moyens-là ont débouché sur quoi? Ces moyens-là ont débouché sur des génocides. Donc, ils savent très bien ce qui les attend. Mais dans ce cas, il faut quelqu'un pour continuer à parler de ça. Il faut toujours cristalliser l'actualité. Sur ce fait-là, quand le président Gbagbo était à La Haye, là, est-ce qu'il y a une seule fois on parlait pas de lui? Il y a une fois on parlait pas de lui? On parlait de lui toujours. Et tout ça, ça a une incidence claire. Ça a un impact sur son procès qui s'est tenu à La Haye. Quand il y a une affaire, pourquoi quand il y a une affaire en justice, là, on continue de poursuivre l'affaire? Même quand tu n'as pas gagné de cause, on te permet de faire des relances, c'est-à-dire de faire appel, de faire passer ça à la Cour de cassation, de faire passer ça ici, de faire passer... Pourquoi on le fait?
Parce qu'il faut toujours maintenir la pression. Il faut toujours continuer de dénoncer. Il faut toujours. On arrive forcément à un point de non-retour quand c'est comme ça. Et les gens ne veulent pas qu'on parle. Pourquoi on nous met en prison? Si ce qu'on dit là, ça ne vaut rien, ça n'impacte pas, ça ne change rien. Si normalement, ça n'avait aucune incidence sur l'actualité. Eh les gars, on va maintenant, bon, avant de passer à la deuxième phase du panel, qui sera l'analyse de la lettre en elle-même, je voulais planter un peu ce décor-là, pour qu'on puisse prendre la pleine mesure de ce que le président est en train de faire, que beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez? La blouse Haïlé, c'est comment? Vraiment, merci beaucoup. Salut Hans. Et toi, comment tu vas? Bonsoir, Idé. Bonsoir, Hans. Hans, bonsoir, bonjour. Aïe, qui a monté la musique là? Il ne sait pas qu'il est monté. Voilà. À mon avis, Hans, ce que tu as dit, c'est exact, hein, mais je vais te dire un truc. À mon avis, les gens, même, c'est même pas qu'ils ne comprennent pas. Pour beaucoup, hein, ils en veulent plus de pression. Ce que tu as dit là, non? Tous ceux qui sont là ont compris, hein. Les gens veulent plus de pression. Je peux me mettre un point là pour mon intervention. Les gens veulent plus. Ils disent, Quand tu dis les gens veulent plus de pression, c'est-à-dire? Il y a certains peut-être qui n'ont, certains peut-être, hein. C'est quoi la pression qu'ils espèrent, qu'ils attendent? Explique-moi, je vois. Ceux qui... Excuse-moi si je prends la parole sur le panel. Aïe, excuse-moi s'il te plaît. Excuse-moi. S'il te plaît, il ne faut pas leur trouver des excuses. Parce qu'ils n'ont aucun droit d'ouvrir des panels et puis sortir des propos de ce genre sur le président Laurent Gbagbo. Ils n'ont aucun droit. Ils cherchent mieux. S'ils cherchent plus, qui rentre en Côte d'Ivoire, chacun de nous a les papiers ici. Il n'y a pas de clandestins ici. Donc s'ils attendent plus, qui rentre en Côte d'Ivoire, continuer le combat, ils vont faire mieux que le président Laurent Gbagbo. Je vais me muter pour que tu continues la parole, mais je prends ma parole après. Merci. C'est bien que Hans m'ait posé cette question-là, parce qu'il y a effectivement deux groupes. Hein. Bon, ceux qui ont pris la clé des champs, eux, je ne parle même pas d'eux. C'est-à-dire, pour eux, là, je ne veux même pas m'adresser à eux. Eux, ils sont hors jeu. Ceux-là, je ne parle pas de ceux-là. Je vois ce que tu veux dire. Je ne parle pas de ceux qui ont pris la clé des champs, hein, qui ont fui, qui ont démissionné, qui disent ceci. Non, ceux-là, Annie, je ne parle même pas d'eux. Maintenant, il ne faut pas se considérer que c'est une grande masse, hein. C'est une masse de personnes. Moi, non, tu parlais de la pression. Ceux qui sont mobilisés, ceux qui demeurent dans les rangs. C'est ça que je demande. Oui, ceux qui demeurent dans les rangs. Ceux qui demeurent dans le rang, je peux te rassurer que parce que bon, quand je t'écoutais, bon, c'est comme si tu voulais expliquer des choses. À nous autres là, tu n'expliques rien, Joe. On est là. Nous et tous ceux qui sont mobilisés, maintenons nos positions. Aïlé, tu viens dire quelque chose. Tu viens dire attends, quelque chose. La blouse, attends. La blouse, deux secondes, tu vas parler. Aïlé, je te pose la question. Oui. Tu dis que des gens attendent qu'on mette la pression. Moi, je t'ai demandé quel genre de pression et qu'est-ce que les gens attendent pour la pression. C'est même pas les gens. Non, parce que si tu dis des gens, ça mélange les deux groupes. J'emprunte tes mots, en fait. C'est ce que tu as dit. Donc, cette pression, la pression actuelle, celle qui a été exercée depuis lors, hein, jusqu'à aujourd'hui, et qui continue avec la lettre qui est sortie par rapport à la Cour pénale internationale, le 8, qui n'est même pas une date choisie au hasard, là, c'est déjà excellent, ainsi. Mais il ne faut pas entendre ce que je dis comme si je m'adressais à ceux qui ont démissionné, hein, ou bien ceux qui... C'est une petite masse, un petit groupe de personnes qui n'étaient même pas déjà disposés à mener ce combat-là. Ce combat-là, quand on en parlait, dans le temps, rappelle-toi, je disais que c'est un marathon. Ce n'est pas un 100 mètres. Ce n'est pas quelque chose qui va faire dans les 3 jours, 2 mois, 3 mois. C'est quelque chose qu'on va maintenir pendant longtemps et longtemps encore et encore. Et la pression dont je parle là, c'est justement quelque chose qui va venir par... Qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire par vague. Aujourd'hui, j'étais écouté. Quand il disait aujourd'hui, il y a eu des actes qui ont été posés. Aujourd'hui, on parle de la Cour pénale internationale et il y en aura encore. Et ce groupe de personnes mobilisées là, c'est à eux que je fais référence. Pas à ceux qui ont déjà jeté l'éponge ou bien ceux qui étaient même prédisposés à jeter l'éponge. Parce qu'il ne faut pas dire les gens. Ce n'est pas un groupe de personnes homogènes. Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Quand à Yopougon, Gbagbo lui-même parlait, qui disait il y en a qui vont jeter l'éponge et que ça va, ils vont démissionner un à un.
un à un, et que tout le monde répétait avec lui, bon, peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas compris la portée de ce qui était en train d'être dit là. Mais moi, ce qui me conforte dans ma position, et pourquoi est-ce que je suis en train de parler comme ça, c'est que quand on regarde en arrière, tous les acquis démocratiques auxquels tu faisais référence là, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses qui ont été acquises l'une après l'autre. C'est des acquis démocratiques qui ont été obtenus l'un après l'autre. Et cette pression qui a été exercée même pendant cette élection, avant les élections et même après là, tous ceux qui sont là, ils attendent quoi? Ce pas des gens qui sont démobilisés. Hein. Ceux qui sont demeurés dans le rang, ce pas des gens qui sont démobilisés. C'est des gens qui sont là et qui marchent au pas des charges. J'écoute aussi des gens sur les panels. Certains qui peut-être, il faut les comprendre, du fait de leur âge pour certains, du fait de leur engagement pour d'autres, ne savent pas n'ont pas compris, n'ont pas suivi l'évolution de ce pays-là. Ils n'ont pas compris que ce dans quoi on est aujourd'hui là, ça n'a pas été obtenu en un bloc, en une fois. Ça a été obtenu vague après vague. C'est l'un après l'autre qu'on a pu obtenir ce qu'on a obtenu jusqu'à aujourd'hui et que les gens essaient de détruire. Pour revenir maintenant à la pression là, je suis en train de parler des personnes qui sont mobilisées et qui n'attendent que de continuer à mener cette lutte-là. Quand il dit attendre, c'est pas je n'encourage pas les gens à l'attentisme, hein, à s'asseoir là et puis à ne rien faire. C'est chacun, depuis sa position, qu'on va. Il y en a qui sont des militants, il y en a qui sont de simples sympathisants et il y en a qui sont des activistes. C'est vrai que les activistes ont tendance à décrocher plus facilement que ceux qui sont politiquement engagés dans une idéologie. Ça, c'est vrai. Et il faut leur concéder ça. Parce que c'est comme le mot le dit même, c'est des activistes. Hein. Ils prennent un point, ils sont dans le combat pour des acquis bien précis, à un moment bien précis. Et il ne faut pas être étonné que ceux-là, après, soient plus ou moins fragiles sur le plan politique. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne suis pas en train de justifier ceux qui ont déjà décroché. Je ne m'adresse même pas à eux. Et moi, pour eux, ils ne sont pas dans le jeu politique. Je ne les vois pas comme étant le socle de ce groupe-là qui mène le combat depuis les années 90. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je comprends très bien. Tu sais que quand... je suis d'accord avec toi, Mais en fait, comme tu avais parlé de mettre la pression et tout, je vais juste te faire comprendre que par le simple fait que le président sorte pour à chaque fois marteler le fait que nous sommes dans une dictature, mais il n'y a pas plus forte pression que ça. Regarde par exemple la lettre qu'il a fait sortir, parce qu'on n'est pas encore rentré dans le fond de la lettre. Hein. On a parlé de tout pour comprendre, pour situer pourquoi le président sort, pourquoi il le fait, pourquoi le président Laurent Gbagbo continue à chaque fois de se dresser contre le pouvoir Ouattara, alors que nous sommes plusieurs sur la scène politique en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs partis et tout, mais il n'y a personne qui, de façon, comment je peux dire ça, honnête ou bien de façon courageuse, il n'y a personne qui ose affronter Ouattara du fond, si ce n'est le leader. Et ça, il n'y a pas plus grande pression que ça. Regarde par exemple, le fait de parler du CPI, réouverture de dossier, tout et tout, je ne rentre pas dans le fond, je suis dans la forme. Si tu fais une veille journalistique, pendant que il y a l'investiture du 8, mais en même temps, on parle de la lettre. Donc, il faut toujours masquer l'actualité qui vise à blanchir Ouattara ou il faut opposer l'actualité de Ouattara au véritable enjeu. Donc, il faut masquer l'actualité de Ouattara par d'autres faits beaucoup plus importants. Et comme je t'ai dit, pour moi, ça, il n'y a pas plus grande pression que ça. Si tu fais la veille journalistique, comme je te disais, va voir tous les médias, ceux qui sont censés supposer Ouattara, ils sont obligés de parler de la question de la CPI. Et quand tu vois ce que Meltatit répond, quand il est interrogé sur RFI et tout ça, parce que je te l'ai dit, un combat là, c'est dans la durée. C'est ceux qui ont le souffle là, qui continuent la lutte. Si tu abandonnes, parce que tu estimes que celui qui est en face de toi est plus fort, mais c'est fini. Tu vois, et le président Laurent Gbagbo sait que si lui ne parle pas, c'est mort. C'est ce que je sais. En fait, c'est ça, le but de mon message aujourd'hui là, de mon direct là. C'est ça. Si lui ne parle pas, ne reprend pas le flambeau de la lutte, si lui ne se décide pas, si lui, Laurent Gbagbo, ne fait pas ça, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus Ouattara qui est dérangé. Quand je fais, à la sortie de la lettre, je suis allé regarder RFI, Figaro, Yahoo Actualité, tous les journaux que tu veux, même les journaux ivoiriens, Fraternité, Matin, tout, mais ils ont été obligés de parler de ça. Et ça, il n'y a pas plus pression que ça. Quand Ouattara mettait la pression sur le pouvoir de Bédié, là, c'est vrai, il s'assoit, il parle, et puis il y a un relais. C'est-à-dire qu'il y a un relais, mais qui va très loin. Et ça met une pression sur le pouvoir, de Bédié.
Quand on parlait d'ivoirité, à la vérité, ivoirité, c'était quoi? C'était rien de mal. Mais à force de parler de ça, dénoncer, ça fait passer Bédié, mais pour un ivoirité, donc quelqu'un qui sectarisait les Ivoiriens, qui ségréguait ou alors qui, tu vois, ça crée tout n'importe quoi jusqu'à ce que ça atteigne son lot de pourrissement. Ça crée les conditions pour frapper son pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que le président fait là, c'est une pression de malade. Pourquoi tu penses qu'on essaie de le discréditer? Quand, aujourd'hui, cette histoire des Kipri, Stéphane et autres, qui vont, comment on appelle ça, aux élections, quand le président sort et puis dit on va pas, et puis en son sein, il y a l'équipe, tous ceux-là qui étaient dans le PPAC, ils sortent pour dire on y va, ça veut dire que de l'intérieur là, on a tenté de faire quelque chose. Parce que si tu es d'un parti politique, et s'il y a un leader qui décide, et bien plus, si un comité central qui s'est tenu, d'où une majorité s'est dégagée pour adopter une posture commune, tu peux pas aller à l'encontre. Si tu vas à l'encontre, ça veut dire que là-bas où tu étais là-bas pour un but. Donc, si on essaie de fragiliser le PPAC à l'intérieur et qu'on n'y arrive pas, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de discréditer celui qui porte les aspirations de la lutte. Si Laurent Gbagbo, il est passé pour un vil personnage, qui va le suivre? Est-ce que même quand il va parler de lettres à la CPI, même RFI va reprendre ça? C'est à cause de la force qui se dégage de son combat là. Parce que justement, il est crédible là. C'est pour ça que tout le monde en parle. Mais ça jette une ombre sur la soi-disant investiture d'Alassane Ouattara. Et ça, c'est ça le combat. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont découragés, ils n'ont qu'à venir nous dire c'est quoi qui les décourage. C'est ça que je dis. Regarde. Quand les gens posent la question à Maître Altit, tu vois, j'allais reprendre ça, mais je vais prendre quelques-uns. Regarde ce qu'il dit. Il dit, pour la question de... Parce que on oublie que c'est suite à la guerre imposée par Ouattara qu'il est là en train de faire 4 mandats. Et cette guerre-là, comme elle n'a pas été jugée, vidée de sa substance, on a consacré une injustice qui permet à Ouattara de tuer encore les Ivoiriens de faire 4 mandats. Donc si on ne juge pas ce qui s'est passé, on sera... Mais c'est la lutte qui est... Mais c'est évident. C'est pour ça que Maître Altit va répondre pour dire toutes ces questions-là, qui les a abordées franchement. Toutes ces questions-là, qui les a abordées franchement. C'est Maître Altit qui dit ça. Hein. Toutes ces questions-là, qui les a abordées franchement. Mais c'est Laurent Gbagbo qui les a abordées franchement. Et comme il les a, comme il aborde ces questions-là, mais ça dérange et c'est la continuité du non au quatrième. Le combat a plusieurs formes. Et comme je te l'ai dit, ça a obligé tous les médias à en parler parce que Laurent Gbagbo est crédible. Le président il était là, il était en prison. Il savait même pas s'il allait se faire condamner ou bien s'il allait être libéré. Il savait même pas tout ça. Mais il a eu une seule phrase à la bouche. On ira jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que les gens comprennent pour on ira jusqu'au bout? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas réussi notre lutte, on n'a pas gagné, on ne baisse pas les bras. Laissons les gens se moquer. Mandela, quand il était en prison, mais à un moment même là, tellement la lutte était un truc, ils ont fait sortir un en leur 5 qui s'appelle Boutelesi pour casser l'ANC. Mais l'ANC a continué à battre le pavé. Eux, ils étaient tués, massacrés. Eux là, c'était pas caché, mais tout le monde a vu ça. Mais est-ce que eux, ils ont baissé les bras? Donc le président a compris que on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas arrêter de dénoncer. Mais c'est le seul qui fait cela. Moi, c'est ça ma préoccupation. Et si lui, il ne fait pas cela, dans quoi on est? Donc ceux qui disent non, Babou, en fait, ils n'ont pas compris que si le président ne fait pas ça, Ouattara, il est en roue libre. Il n'y a pas plus grande pression que ce que le président est en train de faire. C'est pour ça que Maître Altit dit, jusqu'à présent là, qui a eu à aborder cette question? Qui a eu à dire qu'on doit aller à la CPI? Mais le gars de RFI, il allait beaucoup plus frontal. Il dit que ce dossier-là, ça semble viser Alassane Ouattara. Est-ce que nous on a dit le nom? Quand le président a fait sa lettre là, tu as vu, il a dit Ouattara n'a qu'à aller à la CPI. Il ne l'a pas dit. Mais pourquoi la déduction de sa lettre ou la conclusion qu'on tire, c'est que c'est Ouattara qui doit aller à la CPI? Mais c'est que c'est à lui qu'on s'en prend. Et qu'est-ce que Maître Altit va répondre? Il dit, moi, je sais pas. Mais nous allons faire des communications, des conférences de presse. Mais frère, il n'y a pas plus de pression que ça. Ça dérange au plus haut point, t'as pas idée. Ça veut dire que si vous avez un président, on sait que Poutine ne peut pas aller à la CPI, mais pourquoi on dit qu'il n'a qu'à aller à la CPI? Pourquoi on veut gêner ses démarches en matière de diplomatie? Pourquoi on veut empêcher qu'il s'étende? Pourquoi diplomatiquement on veut le restreindre en brandissant la CPI? Parce que ça va avoir une incidence. Il pense que ça va... Donc je veux dire que en faisant cela, quand Maître Altit dit nous ferons des communications, des conférences de presse, en ce moment-là, frère, il te jure que eux, ils pouvaient s'attendre à tout, sauf à ça là. Mais c'est dans la continuité du non au 4e mandat. Parce que c'est cette injustice-là qui consacre aujourd'hui le 4e mandat. Donc tous ceux qui ont eu
à travailler à ce que Ouattara soit là, mais c'est eux là qui doivent être jugés. Et si on juge ça, c'est une façon aussi de mettre la CPI en face d'une certaine responsabilité. Maintenant, pourquoi, quand le leader fait ça, nous, on ne vient pas porter ça? Pourquoi on ne vient pas porter ça? Quelqu'un dit non, il n'a pas donné mot d'ordre. S'il donne mot d'ordre, la est sortie. Hein? Suite au fait qu'il n'a pas donné mot d'ordre, il y a eu des arrestations, des meurtres, des assassinats, en toute violation de nos lois. Mais ça là, on a commis des avocats, on a ouvert un pôle pour ça. Mais on n'agit pas en politique comme ça. S'il y a un seul individu, comme je l'ai dit, qui continue de mettre une forte pression sur le poids de Ouattara, mais on doit le soutenir. Parce que si lui ne le fait pas, qui le fait? C'est le PDCI qui s'en fait élection. Hein. Tu n'as pas vu Simon Do à l'Assemblée nationale? C'est un lâchage du peuple. Il dit ce qui est fait est fait. Ah bon? Mais ce qui est fait là, c'est le 4e mandat. Or, s'il y a 4, il y a 5. S'il y a 5, il y a 6. Donc, il faut pas descendre du train pendant que le train est en pleine marche. C'est ça que le leader est en train de faire. Sinon, Laurent Gbagbo, il fait ça pour qui? Tu as vu son âge, non? Il fait tout ça pourquoi? Et je l'ai dit, si on l'écarte, si lui ne parle pas, qui fait ça? Mais au moins, on a quelqu'un qui fait ça. C'est pour ça que d'autres personnes peuvent marmonner à côté, on peut dire, oh, bon, supposons le président ne le fait plus, le président Laurent Gbagbo ne le fait plus. Qui fait tout ça? C'est pour ça que M. Tati dit, qui a eu l'audace de parler de ces choses-là, franchement? Donc ça ouvre des portes, frère. Il n'y a pas plus pression que ça. Tu t'amuses. David Villepin, en 2004, quand il s'est trouvé, Laurent Gbagbo, il a dit à Laurent Gbagbo, tu as fini la CPI. 2004. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis la chose suivante. Quand le leader sort, si les gens ne comprennent pas, ils n'ont qu'à s'y taire. C'est pas mieux. Nous tous, on est fatigués de la Alassane Ouattara. Personne ne supporte ce que Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens. Il n'y a plus personne qui veut ça. Même en son sein, il n'est porté à bout de bras que par qui? Que par cette oligarchie occidentale-là. Qui le maintient. Donc ça veut dire que si on a toute cette horde de brigands à la solde de Ouattara qui l'aide à être là, ça veut dire que le combat a atteint un niveau beaucoup plus important. Donc en plus de traiter ce combat-là localement, on a décidé de le déporter sur la scène internationale. Je sais pas si tu comprends. Bon, je sais que tu comprends. C'est juste quand tu parlais de pression. C'est juste quand tu parlais de pression, je voulais dire que le président met une pression, mais tu n'as pas idée, mais c'est à nous de pousser encore la pression encore plus loin. Et ça va atteindre un point où les choses vont péter. Alors, voilà le point. Voilà le point que tu es en train de dire. Termine ta phrase là, la dernière phrase. C'est à nous de pousser la chose. N'est-ce pas? Ouais, bien évidemment. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tout à l'heure même avant de venir chez toi ici, j'étais sur un panel où la dame elle a mis comme titre du panel, Gbagbo veut tout gâter. C'est ça le titre de son panel. Et il y a plein de monde là-bas. Ceux qui se sont, je veux dire, ceux qui sont fragilisés, moi j'aime pas trop parler d'eux. C'est comme ça, tu me connais. Même quand on veut régler les comptes, je dis les gars, allez régler ça en inbox là-bas. Moi j'aime pas parler d'eux. Je trouve ça normal, il y en a qui n'ont pas l'expérience. On va pas rester là à faire parler avec eux. Maintenant, ceux qui sont là, comme tu l'as dit là, s'il y a lieu de leur expliquer la chose, s'il y a lieu de mettre ce qu'on appelle l'emphase, appuyer là, c'est de cela que je parlais. Donc moi, si je parle à quelqu'un que je vois mobilisé, mais qui ne voit pas dans quel sens on est en train d'aller, et que je reviens vers toi, Hans, si tu me dis, quand tu parlais tout à l'heure, j'ai écrit dans le commentaire, j'ai dit, peut-être même qu'il ne faut pas aller trop dans les détails de l'objectif de la stratégie. Ouais, mais c'est pour ça que... Si tu te demandes même s'il faut parler, non, je te coupe pas, je vais comprendre. Je te coupe pas. Voilà. J'ai eu des conversations avec certaines personnes, et il me disait la même chose. Il dit, n'allez pas trop en profondeur. Parce que tout est une question aussi de stratégie, plus ou moins. Laissons les gens avoir leur propre pensée sur ce qui se passe, mais juste éclairons la lanterne des gens. Tu vois, non? Et la lanterne des gens à éclairer, c'est de dire que si c'est pas le président Laurent Gbagbo qui va mener ça, personne d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de le porter, c'est de le soutenir. C'est d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il est en train de faire, en fait. Tu vois, sinon, on va pas rentrer dans les détails. Mais, bon, vas-y. C'était juste positif. Et puis, on va passer la parole à la blouse. Tu l'as dit, c'est bon. Je pense que ça, c'est bon. Le fait maintenant, parce que si on multiplie les discussions là-dessus, tu sais comment ça se passe, hein? Les gens vont écouter, ils vont dupliquer, etc. Ça va, et puis, la chose va aller dans ce sens-là. Parce que si la lettre est sortie, et que sur le plan politique, purement politique, ça suit son cours, sur le plan de la communication, ça doit aussi suivre son cours. C'est ça.
C'est ça le point. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, je vais passer la parole aux autres. Merci. Merci Aïlé. La blouse, c'est comment mon frère? Oui, Hans, comment tu vas? Ça va, ça va. S'il te plaît. Après, si tu veux répondre encore, tu vas répondre. Pour l'instant, je te donne 5 minutes, s'il te plaît. Merci. D'accord, ok. Bonsoir, il est Annie. Bon, vraiment, Hans, Ouais. à un moment donné, il faut que tu te reposes, hein, parce que si tu dois dépenser de l'énergie à t'expliquer, à défendre, vraiment, ça va être chaud. Parce que le combat, là, c'est le début du combat. Hein. C'est le début du combat. Voilà, il faut aller à l'essentiel, parce que moi, parfois, je me pose des questions. Des camarades qui disent sont socialistes, démocrates, et puis qui savent pas exactement les pressions d'un démocrate. Moi, souvent, ça me fait de la peine. Il y a deux forces opposées. Il y a le dictateur et le démocrate. La pression d'un dictateur, c'est quoi? C'est de mettre les gens en prison, les bâillonner. Ça, tout le monde connaît. Maintenant, le démocrate, lui, fait quoi? Il a deux pressions. Diplomatiques, communicationnelles. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? On a déjà épuisé une partie, qui sont les marches, que les gens veulent utiliser pour nous mettre en prison. Mais on quitte la marche. Ça, c'est à la limite la révolution. On laisse la révolution et maintenant la diplomatie démarre. Maintenant, vous vous posez la question, quelle pression il va mettre? Mais ce qu'il est en train de faire, c'est une pression, c'est ça la démocratie. C'est un homme de droit. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Mais seuls les politiciens comprennent. Est-ce que vous avez imaginé l'écho que ce courrier-là a façonné dans le monde entier? Mais allez-y voir si les autres chaînes. Allez-y voir si les autres chaînes étrangères. Si vous avez les multiples chaînes étrangères là, allez-y. On ne parle même pas de l'investiture, on parle que du courrier du président Lombo. C'est ça une pression aussi internationale. J'aime mal quand des démocrates s'asseyent pour qu'ils veulent que le président Lombo dise « Allez-y, mes enfants, allez vous battre, allez prenez le temps, allez-y, prenez le bois. » Mais c'est pas un démocrate ça. Donc, si vous n'avez pas ce combat de démocratie avec la patience démocratie ou bien avec la parole, comme fait Hans, tous les jours, il fait de la communication. Si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien de venir en démocratie. Parce que là-bas, là, c'est la parole et tout ce que la Constitution donne à un démocrate pour pouvoir se défendre. C'est pas pour prendre des bois, des cailloux, pour aller casser, mais pour enlever son opposant au pouvoir. Non, jamais. Il faut le démonter de façon démocratique, avec toutes les lois qui sont acquises à notre faveur. À un moment donné, on ne va pas expliquer tout. C'est pour ça que je dis que Hans, tu vas te fatiguer à donner des explications alors que le combat vient de commencer. Il faut plutôt mobiliser les gens avec d'autres thèmes. Le courrier là, ce serait mieux que tu l'expliques de paragraphe en paragraphe pour que les gens comprennent, que de dire aux gens, voilà telle pression. Non, c'est fatigant. À un moment donné, c'est fatigant. C'est des camarades, mais après, c'est fatigant et c'est embêtant. Parce que c'est simple. Tu pars dans un parti avec une idéologie et à un moment donné, parce qu'il y a un petit événement, tu perds même l'idéologie de ton parti. Tu veux passer à autre chose, à la dictature. Mais c'est n'importe quoi. Pour tous ceux qui ont suivi le président Gbagbo, qui ne connaît pas sa démarche, dites-moi un seul jour où il a levé le ton pour dire, faites ça. Mais si vous ne connaissez pas la personne, d'abord, allez apprendre à le connaître avant de venir dans son parti. Si vous n'avez pas la patience, ça ne sert à rien de le suivre. Si vous venez pour prendre des hommes, ça ne sert à rien de le suivre. Ça ne sert à rien. Et si vous ne le connaissez pas, après, le connaissez pas, il n'a jamais perdu de combat. Hein. Ça, je vous le dis. Le multipartisme, c'est de cette façon qu'il a obtenu. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ça, tout le monde le connaît. Mais il a obtenu le multipartisme. Les gens ne l'ont pas abandonné. Donc, si vous n'avez pas de souvenirs ou l'histoire sur la personne, ça ne sert à rien. Dans tous ces combats, il y a eu des emprisonnés, il y a eu des morts, il y a eu des djalis, pardon. Il y a eu des djalis, mais il a obtenu le résultat qu'il voulait. C'est pour ça que parfois, je dis, Hans, le chemin qu'on est en train d'emprunter là, il y a des gens qui sont là. Tu as eu pitié de la situation que vivait le président Gbagbo. Moi, je ne peux pas les tenir rigueur. C'est normal. Mais ce n'est pas des gens du grand chemin. Tu vois, quand tu vas les chaînes de télé étrangères, puis la chaîne de télé ivoirienne là, les chaînes de télé étrangères là, elles sont faites pour des grands événements. Dès qu'il y a une situation, elles sont présentes. Mais ta chaîne de Côte d'Ivoire, RT là, il y a eu un problème à Bassam là, même pour aller même installer une caméra là-bas, c'est un problème. Donc, il y a des gens comme ça, qui ne sont pas prêts pour des situations dramatiquement difficiles, mais qui aiment les situations événementielles où il y a du monde, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Les gens se sont jetés dans la politique. Il y a eu des gens qui ont fait de la reconversion, les gens qui parlaient de musique qui sont devenus en politique. Bon, celui-là, quand il va te parler de politique avec toi, Hans là, tu vas faire quoi devant lui? Tout ce qu'il va te dire, ça sert à l'envers, tu vas comprendre quoi? Il va te fâcher tous les jours pour perdre ton élan politique. Et ça fâche. Et quand ça vient des camarades qui ont mené la lutte, mais vous avez lutté à la ici pour faire sortir le monsieur de la prison. Pendant combien d'années? 8 ans.
Maintenant, pour des petites erreurs, d'après vous, ou bien des choses qui n'arrivent pas selon vous, vous vous mettez sur des panels et puis expliquez vos désarrois. Franchement, moi j'ai honte. J'ai honte, je ne peux pas lutter, prendre le froid, aller à la haie pendant 8 ans, et puis encore venir vomir sur le monsieur. Je te jure que Dieu va me punir. Dieu va me punir. Tout n'avez pas une bonne lecture de la politique qu'il fait. Mais moi, je préfère. La dernière fois, c'est pas si tu as parlé sur ici pour poser un problème, pourquoi vous me donnez des renseignements. Ah ouais. C'est pas ici, je vous ai appelé, je vous ai demandé, les gars, je peux faire quoi? Voilà la situation. Parce que je ne comprenais pas. Tout à fait, tout à fait. Vous m'avez donné la directives, je suis parti. Mais c'est ce qu'on doit se faire. Appelle Anine Boss, vos amis. Ah, au moins là, je suis fatigué, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu comprends la chose? Mais quelqu'un peut, il peut vous donner une bonne explication qui va vous apaiser. Et puis, vous restez dans votre coin, vous prenez un bon moment de relais. Et puis après, vous revenez sur la toile. Mais au lieu de faire des panels pour venir dire des choses qui ne sont pas vraies là, moi c'est ça qui me fait mal. Franchement, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité entre nous les amis, entre nous les camarades. Des vérités crues, il ne faut pas on va se cacher les choses. Si tu n'es pas prêt pour la lutte, si tu n'es pas prêt pour le parti qui est là, si tu ne connais pas ce qu'on appelle une démocratie, si tu ne connais pas l'idéologie dans laquelle tu es là, ça ne sert à rien de faire chemin à l'écran Gbagbo. Ça ne sert à rien. En plus, dans ton combat, tu vas emporter des esprits faibles qui veulent maintenant apprendre à connaître cette idéologie. Et toi, dans ta colère, dans ton désarroi, dans tes énervements qui n'ont pas de sens, tu vas emporter beaucoup de personnes. Nous, on a besoin d'un capital humain. Très important. À l'avenir. Donc, il y a des enfants de 20 ans, 25 ans qui sont en train de rentrer dans cette politique-là. On a besoin d'eux. À cause de vos roues casse-casse, il y a des petits qui sont en train de se décourager. Okay. Et comme tu es un homme aguerri, moi je préfère que tu fasses des panels pour avertir tous les camarades. Celui qui ne peut pas, qui se taise, qui ne fasse pas de panel. S'il fait un panel, on va se grouper sur lui. Franchement, moi je te le dis, hein, moi j'ai pas froid à ça. Hein. Moi franchement, si des panels que par respect je ne parle pas, c'est que tu as maîtrisé. Mais si tu n'as pas maîtrisé, franchement, on va s'envoyer vraiment dans la gueule et puis chacun se sépare. Parce que moi, personne m'a envoyé sur les panels. Moi, je suis venu pour dépendre une image. Moi, je n'ai pas d'image. Je veux dépendre une image, l'image du Prince Gbagbo. Celui qui va se mettre sur cette voie-là, lui et moi, on va se laisser. À un moment donné, il faut qu'on respecte ce monsieur-là. On ne peut pas lutter pendant 8 ans dans le froid ici, et puis des gens qui sont venus en moins de 2 mois là, ils vont venir l'insulter, lui manquer de respect pour rien. Pour une politique qu'ils ne comprennent même pas. Vous ne connaissez pas son calendrier, 1. Vous ne connaissez pas sa stratégie, 2. Et puis c'est vous qui vous plaignez du 1er au 31. Tu trouves ça normal, Hans? Toi-même, tu es dans le cœur même de l'histoire là. Est-ce que Gbagbo t'a appelé, il va pour dire, mon fils, voilà ma stratégie. Il t'a dit, c'est toi seul qui fais ta lecture pour voir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, non? Ouais. Pourquoi il ne faut pas autant? Merci frère. Franchement, désolé, hein. Désolé. Ouais. Aussi le temps. Non. Une motion, s'il te plaît, une petite motion. Ouais, vas-y. C'est une suggestion, les gars. Hans, pourquoi je suis intervenu là et pourquoi j'ai écrit dans les messages tout à l'heure là, c'est que la minorité qui a décroché ne pleurons pas sur leur sort. Laissons-les couler. S'il vous plaît, les amis. J'ai écouté le frère qui vient de parler. Ce qu'on a conclu tout à l'heure là, remettons ça sur la table. Et invitons ceux, parce que dans toute cette communication là, l'autre fois il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très important. Être cyberactiviste, c'est pas forcément être politique en tant que tel. Non. Il y a des gens qui savent causer, qui ont des panels de milliers de personnes. Ceux-là, on va les motiver à amplifier le sens de ce qui est en train d'être fait. Pour moi, actuellement, là, comme tu l'as dit, on va aller se tuer la lettre. Allons-y. Et ça va venir. Crois-moi. Ça va venir comme d'habitude. Ouais. Ça va venir comme d'habitude. C'est ce que je pense. D'accord. Annie, tu as une motion avant que je parle. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, doyen Aïlé. Doyen Aïlé, tu vas m'excuser, mais moi, tu n'arrives pas à me convaincre. Parce que quand tu parles de minorité, cette minorité-là a de l'impact sur des esprits faibles. Parce que quand des gens qui se disent qu'ils sont gore, et ils se lèvent le matin, ils ouvrent leur panel, et puis ils font du babo bashing, bashing, je sais pas, il y a mes blessés à cause d'eux, ils font du babo bashing. Doucement. Non, je suis trop énervé, je te l'ai dit. Doucement. Je t'ai dit, je suis trop énervé. Doucement. Ils font du babo bashing, et puis de surcroît, comme si ça ne suffisait pas, ils se permettent d'adorer. C'est-à-dire que d'adorer ce rebelle qui a assassiné le peuple ivoirien, qui a mis la Côte d'Ivoire dans cet état-là, ils se permettent de les adorer. Vous pouvez accepter, c'est puis vous nous parlez de minorité. C'est la minorité, mais ils font de la manipulation.
Comme c'était une motion, je vais me calmer tranquillement. Moi, je te laisse. Quand j'aurai ma prise de parole, je vais parler. Comme il y a une nouvelle personne, on va lui donner la parole. Mais je ne serai pas tendre avec eux. Ces gens-là, parce qu'il faut qu'on les recadre. On en a marre. Ils ont les papiers ici, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la guerre là-bas. Calmons-nous, Annie, calmons-nous. Tu as raison. Bon, moi, tu as parfaitement raison. Bon, moi, j'ai pas suivi ce qui s'est passé tout et tout. Mais calmons-nous, calmons-nous. La lutte est longue. Tu as raison. Il y a certaines sorties, bon, qui découragent, qui énervent en même temps. Mais il faut que nous, on garde le cap. Tu vois, le président Laurent Gbagbo, tellement il dérange. Que ce soit, c'est-à-dire, il dérange tellement que on parle de lui en bien ou en mal, mais on parle quand même de ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui est le plus important. Tu vois, je prends toujours l'exemple. Bobo, tu as parlé, hein, je fais quelque chose. Je prends toujours l'exemple de l'apartheid avec l'ANC. L'ANC, ils ont lutté pendant 84 ans. Voici des gens qui avaient toutes les raisons d'abandonner. Est-ce que les gens ont connu le massacre de Sharpeville? Est-ce qu'ils ont connu le massacre le met de Soweto et tout, des enfants étaient massacrés? Non, en fait, les gens savent pas exactement la teneur des combats. C'est-à-dire que on est dans quelque chose dont on ne peut plus reculer. Et c'est ce que le président aime. Pourquoi le président en 14 ans il continue de lutter? Parce que la lutte, c'est ça, tant qu'elle n'aboutit pas. Tant qu'elle n'aboutit pas. Tu as l'impression que l'adversaire en face de toi, il est imprenable, il est trop fort, c'est l'impression que ça te donne et tout ça. Mais si tu veux regarder ça, mais c'est fini. C'est-à-dire que tu as déjà perdu même psychologiquement avant de faire quoi que ce soit. Nous, on ne voit pas forcément Ouattara comme celui-là qui va empêcher qu'on réussisse le combat. Ouattara n'est pas plus Koufoué de toutes les façons. Mais je dis quoi? Je dis que c'est cette force-là, cette abnégation, cette volonté de vouloir libérer la Côte d'Ivoire, c'est ça qui va nous faire gagner. Mais il y a un seul personnage, il y a un seul individu qui le fait, c'est Laurent Gbagbo. Donc soutenons-le. Parce que bon, tu parles sur lui. Bon, si bon, le président dit, bon, je suis fâché, il parle plus. Qui j'ai? On a ouvert un levier important. Parce qu'on a compris que la bataille aussi, mais se passe à l'international. Le couteau dont ils se sont servis. Mais justement, pour permettre à Ouattara de faire ce 4e mandat-là. Mais c'est le couteau qu'on le leur amène. On déplace le fait politique sur le plan exogène. Donc, on va à l'international. Quand on active le levier de la justice internationale, ça implique tout le monde, l'ONU, la France, tout le monde. Donc, ça crée le branle-bas là-bas. Parce qu'il y a des faits. Pourquoi le président est obligé, dans la lettre, de revenir depuis son ascension? Il sait qu'on sait l'histoire. Mais c'est suite à tout ce, comment on appelle ça? Ces détails-là, qui va donner la conclusion selon laquelle il faut juger ça pour que ce 4e mandat puisse cesser. Donc, on est en train de déplacer parce que le combat, il prend plusieurs formes. Tu vois? Et le plus important, c'est de maintenir la pression. C'est de maintenir, c'est de montrer que il y a toujours une frange de la population qui n'est pas d'accord. Quand Ouattara t'appelle ici, ils étaient combien? Mais il laissait pas. Il n'a jamais laissé. Il tape, non, c'est ça, c'est lui. Comment on appelle ça? Ivoirité. Mais ivoirité, il y a quoi dit là? Il y avait rien dit là. Donc le relais, l'écho que ça a eu, la reprise de ces dits par les médias, interposés partout, étrangers, tout ça, ça a fini de créer un enlissement, et puis ça a fini de conditionner les gens à ce que, effectivement, mais il y a un dictateur au pouvoir. La preuve en est quand Bédé est tombé, nous, tout le monde est sorti. Wow, pourquoi? Parce qu'on avait fini de nous conditionner pour dire que lui là, il n'est pas bon. Je dis pas que il a tout fait juste aussi, hein. C'est vrai, il y avait quelques imperfections, mais jusqu'à justifier un coup d'État, mais c'est parce qu'on avait été conditionné par quoi? Par cette action répétée de dénonciation à nos points finis là. Ça crée quelque chose. Mais maintenant, on a un leader qui le fait, et puis nous, on le tape. Nous, on dit non, tais-toi. Ce que tu fais, c'est pas bon. Pourquoi? Moi, c'est ça que je dénonce, en fait. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Après, Bobo, on va aller dans la lettre à proprement dit. On va décortiquer la lettre. Et puis, sans aller trop dans le fond, hein, sans parler véritablement de la stratégie politique qui est derrière les relents à l'international, ce que ça implique, quel impact direct ça sur le pouvoir de Ouattara. La sortie de la lettre le 8, là, c'est pas fortuit, hein. Vous allez voir ce que ça fait tout à l'heure. Je vais sortir des choses là, vous allez quoi. Bobo, vas-y. Merci, Hans. Merci à vous qui êtes sur le panel, en tout cas. Annie de Gbagbo, merci encore, ma soeur. Merci. Mais allons-y doucement, tu as plein de droits, tu as raison. Annie, c'est... Non, Annie a raison, parce que c'est énervant, en fait. Mais... C'est parce que Hans me calme depuis le matin, et sinon moi j'allais gâter dans leur visage du matin là sur le panel de Hans. Je suis pas dans leur bêtise là. Je suis pas dans leur bêtise là. C'est parce qu'on se me calme, sinon il allait tout gâter. Moi, je suis pas sur les panels pour me faire plaire à qui que ce soit. Et si eux, ils cherchent de l'amour sur les panels, nous, on n'est pas sur les panels pour avoir de l'amour. Comme ça, ils vont m'aider les gens. Vous avez les papiers, rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la guerre, n'importe quoi.
Oh, Ouais, c'est calme, merci. c'est calme. Merci. Doucement. Non, entre la conférence là, elle est dans ses bleds aussi. Ouais, c'est Bon, ça, donc, ouais. comme moi je voulais dire là, je vais faire savoir tous ceux aujourd'hui qui font de ces panels qui essaient de taper sur Gbagbo là. Gbagbo ne fera pas ce que vous voulez là, ça c'est clair. Vous n'êtes rien en politique le concernant. C'est lui qui donne une marche à suivre et puis on suit. Vous n'avez rien à lui dire, vous n'avez pas un truc même, une feuille de route à lui donner. Est-ce que vous comprenez? Bande de plaisantins. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'avoir un monsieur comme Gbagbo Laurent. Dites Dieu merci. Voilà, aujourd'hui, on voit le PDCI. Le président Tidiane Tiamafi, il est en Europe. Aujourd'hui, on voit les députés qui s'asseyent, qui disent qu'il cautionne le 4e mandat. Ça ne vous dit absolument rien. Le monsieur prend la peine et son âge qu'il a. Il continue la lutte. Au lieu de le féliciter, au lieu de porter haut, vous vous asseyez, faites vos panels, vous vous asseyez parce que vous avez quelques connexions là, vous pouvez vous permettre de parler comme vous voulez, chacun vient dire ce qu'il a dit. Non, Gbagbo, c'est pas votre camarade, il ne fera pas ce que vous voulez là. Lui, ça marche à suivre là. C'est lui le politicien qu'on suit, c'est lui qui sait dans quelle démarche il est. Et nous, on sait que la démarche où il est dedans, ça va porter ses fruits. Et sans cela, on le suit. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils sont découragés, qui pensent que non, Gbagbo va marcher comme eux veulent là, dès maintenant, ils n'ont qu'à se retirer, ils n'ont qu'à aller à la maison. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir, ils vont se reposer. Le juge, C'est Soro Guillaume là-bas. Comme c'est Soro Guillaume qu'ils adorent sur les panels maintenant, ils n'ont qu'à aller se mettre les rebelles là-bas. c'est clair. Ceux qui pensent qu'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à rentrer, ils vont se reposer. Actuellement, là, nous, on sait là où Gbagbo veut nous amener. Vous pensez que c'est un petit travail, le monsieur, il est dedans? C'est pas une histoire d'Alassane Ouattara. C'est une histoire du néocolonialisme. C'est un système qu'on veut abattre, on veut faire tomber. Non, c'est pas facile. Donc, sa sortie, là, ça a eu un impact. Un impact, c'est parce que vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous voulez que tout se fasse comme vous voulez, mais ça ne se fera pas comme vous voulez. Impossible. Gbagbo, c'est pas votre ami, c'est pas votre camarade, c'est pas votre camarade de classe ou votre ami de chambre à qui vous devez lui donner des instructions. Non, non, non. C'est lui qui a la feuille de route, c'est lui qui parle. Sinon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on sait qu'ils sont ceux, la majorité de ceux qui se disent politiciens en Côte d'Ivoire, et tous, ils ont consommé le 4e mandat. C'est le seul jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même avant qu'il ne fasse sa sortie du 8, là, il a dit qu'on ne laissera pas, que le but principal, là, c'est non au 4e mandat. Alors, vous voulez qu'il fasse quoi? Qui se déchire pour vous donner? Mais vous êtes méchant, bande d'ingrats que vous êtes. Vous êtes trop méchant. Respectez ce monsieur, accordez-lui du respect. Quand même, ça, c'est la moindre des choses. Si vous êtes fatigué, rejoignez le RHDP. Puisque vous trouvez que Ouattara a déjà fait l'investiture. GPS, ils n'ont qu'à rejoindre le GPS parce que leur panel là, c'est Soro Guillaume, le rebelle assassin là, c'est les éloges du GPS qu'ils font maintenant, des bandes d'imbéciles comme ça. Que GPS est structuré. Annie, calme-toi, calme-toi. Vous traitez. Annie, calme-toi. Faut te calmer. Est-ce que vous comprenez? Faut te calmer. Tu as raison, calme-toi, c'est bien. Vous voyez que vous êtes fatigué là. Allez-y vous reposer. Au lieu d'allumer votre caméra pour raconter des bêtises là. Regardez, si on parle même de partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est respecter Gbagbo Laurent. C'est grâce à lui qu'il n'y a pas de partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais tu parti, c'est lui. Il a tenu 30 ans face à Houphouët-Boigny. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Houphouët puisse le reconnaître. Ils l'ont emprisonné, ils ont tué ses partisans. Mais en conclusion, on dit oui, on accepte. Le pourquoi tu te bats, on accepte. Mais attendez, vous voyez ce monsieur-là en votre camarade? C'est un fin stratège politique. Vous le voyez en votre camarade, vous le voyez en votre ami d'enfance ou bien? Si lui s'est arrêté puis dit que Ouattara ne fera pas ce 4e mandat, il sait de quoi il parle. Donc si tu es fatigué, tu es un peu démoralisé, rentre à la maison, va te reposer, laisse les autres dans la lutte. Sinon nous, on a foi. On a foi à Gbagbo Laurent et on a foi à Gbagbo jusqu'à la fin parce qu'on sait que ce monsieur-là, dans son combat-là, il gagne toujours parce qu'ils l'ont jamais battu. Donc ceux qui ne savent pas, il ne faut pas venir nous raconter des bêtises qui doivent mettre pression. Il n'a qu'à mettre quel genre de pression? Pression qui met, si Ouattara aujourd'hui est son gouvernement, est-ce que vous savez l'impact de la lettre? Est-ce que vous savez ce que Gbagbo fait dans le... Quand même, soyez sérieux là, respectez le monsieur quand même. Et au moins de la considération, même si vous n'êtes pas honte, au moins pitié quand même. Vous faites exprès ou bien c'est quoi? Vous faites exprès? Vous pensez qu'il va vous dire, sortez, allez-y, prenez les armes? Il ne le fera pas. Si ça vous compte, il ne le fera pas. Voilà, ceux qui veulent se décourager, qui se découragent encore plus. Parce qu'il ne le fera pas. Il ne fera pas ce que vous voulez là. Mais sa lutte, il va mener ça bien. Parce que lui, il sait que c'est un démocrate. Il sait dans les conditions qu'il a réunies pour faire tomber Ouattara, il sait qu'il va atteindre l'objectif. Et vous voulez quoi? Si tu es fatigué, va te reposer. Mais n'allume pas ta caméra pour raconter des sottises sur la toile. Non. On est désolé. Ou bien tu trouves que Gbagbo il est là en politique, ou bien sa démarche ne te plaît pas. Rejoins le GPS ou bien rejoins le RHDP. C'est clair. Nous, on a foi en lui là. Nous, on sait qu'il va atteindre l'objectif. On le suit. Nous, on n'est jamais découragé parce qu'on a un mental d'acier. On est focus. Et on sait que ce monsieur-ci t'a dit qu'il n'aura pas de 4e mandat. C'est qu'il n'aura pas de 4e. Il sait de quoi il parle. Oh, arrêtez de nous embrouiller là. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, frère, tu n'as pas à mobiliser quelqu'un. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent se reposer là. Ouais. C'est pas des politiciens, en fait, c'est des gens, ils ont monétisé leur compte, ils viennent, ils allument, ils pensent, ils se régènent de nager, parce que nous, on est ensemble. Non, hein? Non, pas de l'avenir du pays et l'avenir de nos enfants. C'est de ça qu'on parle. Donc, si vous n'avez rien à faire là, taisez-vous. Ou bien faites des pauses publicitaires, prenez des articles, vendez sur le méta, c'est encore mieux que de venir raconter des bêtises sur le méta ici. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, Babou, vraiment. Ah, ça, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Oui, je vais descendre. Ce que je voulais dire, j'ai compris la colère des uns et des autres, mais je reviens sur ce que j'ai dit. Mais attends, Aïdé, je ne pense pas que ce soit adressé à toi. Hein.
Non, mais il faut que je dise ça, puis je descende. Parce que si, tu sais, le leadership, là, à un moment donné, on n'est certes pas les responsables du parti en tant que tel, mais je me dis, et peut-être que toi, Hans, tu as peut-être 200, 300 personnes qui sont là comme ça, mais il faut pas se sous-estimer. Hein. Tu peux occuper, sans t'en rendre compte, une position de leadership, ne serait-ce que sur le méta. De telle sorte que s'il semble y avoir des mobilisations, quelque part, je vais peut-être t'arroger des rôles, mais ton rôle peut consister à remobiliser. Tu comprends ce que je veux dire, non? Ok. Quelque part. Et ça, c'est pas négatif. C'est pas mauvais. Et si moi, je te vois, bon, avec une guillemets, bon, je vais dire, franchement, ta stature, quelqu'un monte ici, vous invectivez, je vais dire, laisse-le. Tu n'as pas à faire ça. Toi, ton rôle là, c'est remobiliser quand tu sens qu'il y a de la démobilisation. Maintenant, peut-être pour d'autres personnes, je n'oserais pas le dire ainsi, parce que je ne vais pas aller, peut-être par rapport au lien qu'on peut avoir établi, leur dire ça. Mais c'est ça le sens de mon intervention. Voilà. D'abord, je ne dis pas qu'ils sont en train de m'invectiver, moi, mais je vais juste mettre ce point-là pour que... Et c'est ici que je suis en train de le dire, je ne l'ai pas dit ailleurs. Nulle part ailleurs, je suis intervenu sur cette question-là. C'est maintenant là que je suis monté sur un panel pour dire, voilà aussi mon avis. Et ceux-là qui sont en train de faiblir là, crois-moi, on peut leur jeter des petites pierres, mais gardons un peu de place et pour les remobiliser. Excuse-moi, tout le monde n'est pas fait pour la terre promise. Aïlé, tu comprends un peu, tout le monde n'est pas fait pour la terre promise. Donc celui qui ne croit pas là, qu'il aille, comment on appelle le côté. Ah là, nous on est trop concentrés, trop focus, frère. Pour que quelqu'un va venir nous dire que non, Gbagbo est dans une démarche, attention, nous on sait où ça va aboutir. Et quand Gbagbo te dit qu'il n'a pas de 4 il n'aura pas de 4 nous ceux qui n'ont pas foi là, il ne faut pas venir nous embrouiller. Nous on sait de quoi on parle, nous on a voulu laisser notre vie dans cette histoire. Donc il ne faut pas que quelqu'un va venir nous foutre la merde sur ce métal là. Nous on veut des gens qui peuvent apporter un plus. Tu comprends un peu, qui peuvent apporter un plus. Oui, je vois. Voilà, Gbagbo va mobiliser. Gbagbo, il a fait son travail. C'est à vous de le soutenir. Si vous ne pouvez pas le soutenir, laissez-le dans sa démarche. Point final. On va continuer, si vous laisse. Allez. Merci, Aïlé. Aïlé, j'ai compris ce que tu as dit, mais franchement, il faut qu'on les recadre, ces gens-là. S'ils ont reçu leur salaire, s'ils ont décidé de prendre une autre voie, qu'ils ferment leur bouche, ou s'ils ouvrent les panels, qu'ils fassent la publicité de leur nouveau leader, qu'ils laissent le président Laurent Gbagbo après. Voilà, qu'il laisse le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il y a des enfants de 20 ans, de 24 ans qui ont envie de comprendre le combat du président Laurent Gbagbo. Et nous, on monte sur les panels pour ça, pour les sensibiliser. On n'a pas besoin de ces personnes-là, ces gens-là. On n'a pas besoin d'eux. S'ils pensent que le combat du président Laurent Gbagbo est lent, qu'ils aillent au GPS. On est des adultes, chacun de nous a un foyer. On a des enfants, chacun de nous a sa vie. Le président Laurent Gbagbo ne paye le loyer de personne ici où nous sommes. Et je pense qu'il n'y a pas que des clandestins sur les panels. Les communicants, là, il y en a qui ont leur papier là-bas. Donc si c'est lent, là, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je dis. Je ne me suis pas adressé à toi. Si j'ai envie de m'adresser à toi, je ne vais pas parler en parabole. Annie, merci. Directement ton nom. Pardon, ma soeur, pardon. T'as raison. Ouais. T'as raison. Il sait que, calme-toi un peu, puis t'as répondu, t'as pas encore parlé. Donc, en tout cas, merci. Toi-même, tu sais que je n'ai pas encore parlé, parce que c'est mon côté bêté, puis ivoirienne, là, que je vais prendre aujourd'hui, là, pour parler. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, là. Non, tu as raison, mais tu sais, tout ça, tu vois, c'est la lutte, et puis bon, on va pas désespérer, on va continuer. Tanguy, c'est comment on va espérer que ça va bien? Ça fait un moment. Ça va et toi? Bonjour à tous, le panel. Non, moi j'attends que tu parles de la lettre, hein. Le reste, là, n'est pas suivi, donc. Non, mais le reste, en fait, on réglait même pas comment on appelle ça? On réglait pas un problème, quoi. C'est un point que les gens, voilà. Bon, on va parler de la lettre. On va parler de la lettre, c'est parce que c'est la deuxième partie du panel. Donc, je vais saluer respectueusement tous ceux aussi qui sont montés. Voilà. Je voulais pas trop de personnes pour pas que les prises de parole soient trop longues. Donc, le président Laurent Gbagbo, il a adressé une lettre vraiment d'anthologie. Et il a fait cette lettre-là, ou alors il a rendu public le jour d'une certaine investiture d'un président. Voilà. Donc, le 8 décembre, le président Gbagbo a adressé une lettre. OK? Et cette lettre-là, beaucoup l'ont lu, voilà, avec, je dirais pas un aide désintéressé, mais peut-être ne sont pas allés beaucoup plus loin. Pourquoi le président Seyvetu a fait cette lettre? Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il dit exactement à l'intérieur de la lettre? Et quels sont les points importants qu'il relève dans cette lettre? Donc, j'ai préparé une petite capsule là-dessus que je vais publier après. Voilà, pour abréger un peu tout ce que le président a à dire. Mais là, on va un peu décortiquer. Donc, je commence tout de suite. Le président a commencé la lettre par ceci. Tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice.
Parce que, souvenez-vous que nous sommes toujours dans le 4e mandat. Voilà, on n'est pas sorti du 4e mandat, on y est toujours. Et on est toujours dans la posture du non au 4e mandat. Donc, est-ce que la lettre émise par le président Laurent Gbagbo s'inscrit toujours dans la même ligne que le non au 4e mandat? C'est ce que on va essayer de voir ici rapidement ensemble, quoi. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, en 2000, l'élection présidentielle a eu lieu le 22 octobre. Proclamé vainqueur par la Cour suprême, j'ai prêté ce serment le 26 octobre. Le 27, je présidais mon premier conseil des ministres. C'est au cours de ce conseil qu'on m'a annoncé la découverte d'un charnier à Yopougon. Immédiatement, j'ai dépêché sur les lieux le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice. D'abord, ici, le président ici, il définit sa légitimité à être président de la Côte d'Ivoire. Parce que il y a ceux qui sont présidents en toute violation de notre constitution. Donc, ils sont illégitimes. C'est très important, cette précision que le président fait. Il dit bien que c'est par la Cour suprême. À l'époque, le président, il est, comment on appelle ça, il est opposant. Donc, il n'a pas la possibilité de nommer des gens. Donc, il y a le président de la Cour suprême qui est nommé. Il y a aussi tous les responsables et tout et autres. Donc, lui, Laurent Gbagbo, en tant qu'opposant, il ne peut pas nommer ces différents responsables-là. Voilà. Mais à l'issue de l'élection, parce qu'il y a bel et bien une élection, il prête serment. Donc, il notifie ici sa légitimité qui s'appuie sur la Constitution et sur la loi. Voilà. C'est pour ça qu'il dit proclamé vainqueur par la Cour suprême. C'est pour juste marquer le fait que lui, Laurent Gbagbo, quand il était élu, ça a été un président légitime. Maintenant, il a prêté serment le 26. Les dates sont importantes. Il dit qu'il a prêté serment le 26 et le 27 octobre, il a présidé son premier conseil des ministres. Donc, c'est toujours pour marquer cette légitimité qu'il a en tant que président. C'est cette légitimité-là qui lui permet de faire son conseil des ministres. Et il marque les dates. Le 26, il est acté président de façon officielle. Et le 27, il fait son premier conseil des ministres. Et c'est au cours de ce conseil des ministres-là, donc un jour après son investiture, donc après sa prise de fonction officielle, que on lui annonce la découverte d'un charnier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'était pas encore président de la Côte d'Ivoire quand il y a eu ce charnier. C'est pour ça qu'il situe les dates. Parce que c'est le 27 qu'il a vu ce charnier. Lui, c'est le 26 là que lui, il a été président. Donc, un charnier là, à quel moment le charnier s'est fait? Il y a des informations sur lui. On va aller plus rapidement. Donc, il dit c'est au cours de ce conseil qu'on lui a dit qu'il y a un charnier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépêché sur les lieux le ministre. Donc, le même jour, il n'a pas attendu demain, il n'a pas attendu après-demain. Le même jour du conseil des ministres, comme il n'a rien à se reprocher, il n'a rien à voir dans ce qui se passe, parce qu'il vient à peine d'être président, il a besoin que la lumière soit faite. C'est totalement différent de un qui avait dit qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Mais dès qu'il devient président, il ne fait pas la lumière. Il ne fait pas l'enquête. Mais Laurent Gbagbo, le même jour qu'il a appris qu'il y a le charnier, il va dire à ses ministres en même temps, allez-y sur les lieux. Parce que lui, il veut savoir ce qui s'est passé, il veut avoir la vérité sur les faits. Donc, il n'a rien à se reprocher. Il dit qu'il a envoyé qui? Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre dont il y a 3 ministres et non des moindres qui ont été déportés sur les lieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la meilleure façon de savoir ce qui s'est passé sur un fait? Quelle est la meilleure des manières, mais de façon légale, officielle? Mais c'est d'ouvrir un procès. Si on avait ouvert un procès sur la rébellion, on aurait su beaucoup de choses parce que c'est en ce moment-là que les différents protagonistes ou bien les différents accusés allaient avoir la possibilité de venir prouver, de pouvoir indiquer certains éléments, de pouvoir en tout cas se défendre quoi que ce soit. Donc c'est dans le cadre d'un procès qu'on peut avoir la vérité sur un fait. Quand on a envoyé Laurent Gbagbo à l'AE, là, c'est là-bas que les gens sont venus dire ce qu'on lui reprochait. On dit, toi, tu as tué 3000, ou bien tu as fait ci, tu as fait ça. Donc on vient déballer en fait tous les éléments à charge contre lui, toutes les preuves qui prouvent que c'est lui qui est le responsable. Donc c'est dans le cadre d'un procès qu'on peut savoir ce qui s'est passé dans... Voilà. Tu peux pas accuser, tu m'as dit c'est lui là qui m'a tué. Comment on va savoir que, effectivement, celui que tu accuses est le responsable du fait? Vous comprenez? Ok. Donc, il y a le procès qui est ouvert. Qu'est-ce que le président a fait? Parce que le RDR... Non, Annie, il ne faut pas le bloquer. Il ne faut pas bloquer Oussoum, s'il te plaît. Laisse-le souffrir un peu. Il ne faut pas le bloquer. Hein? Laisse-le souffrir. Hein? Donc, il y a un procès. Et lors du procès, allez-y sur le site du FIDH. C'est Robert Ménard à l'époque. C'est eux qui avaient porté l'accusation sur la gendarmerie parce qu'ils avaient reporté ce qu'ils avaient reporté auprès des gens du RDR. Parce que c'est le RDR qui a d'abord dit que ces gens du charnier là, c'était des militants du RDR. Mais pas comment ils le savent? Puisque les corps qu'on a découverts, il n'y avait pas de papier.
Il y a eu des enquêtes, il n'y a pas eu de papier. Comment eux, ils savent que ceux qui sont là-bas, là, c'est les gens du RDR? C'est une question. Deuxième question, ils ont accusé la gendarmerie. Donc, qu'est-ce que le président a fait? Avant d'ouvrir le procès, il a permis une enquête internationale. Il a ouvert une enquête. Il y a quelqu'un qui dit lui va faire lui-même sur la rébellion. Hein. Au moins même, il pourrait commencer par un début d'enquête sur le plan national. Il n'a même pas entamé. Laurent Gbagbo a fait quoi? Mieux, il a permis qu'il y ait eu une enquête interne, mais il a ouvert une enquête internationale. Donc, toutes les organisations non gouvernementales qui étaient intéressées par cette affaire-là, qui voulaient comprendre les tenants aboutissants de cette affaire des Chaniers, mais ils sont venus en Côte d'Ivoire et il y a eu des rapports. Ça m'énerve parce que là, je suis pas sur TikTok Live. Sinon, j'allais mettre TikTok Live. Et puis, on allait lire le rapport de la FDH ici, de Rebelle Mena et certains observateurs. Ils ont eu des rapports clairs. Vous voyez? Et dans ces rapports, honnêtement, de ce que j'ai lu, ils ont disculpé, en tout cas, les gendarmes qui étaient accusés. Mais comme le RDR disait que c'était les gendarmes, donc Laurent Gbagbo pour faire, en tout cas, la lumière définitive sur le Chanier, parce que, souvenez-vous, si le président parle du Chanier, parce que c'est l'un des éléments brandis pour faire une rébellion qui a consacré que Ouattara fasse un 4e mandat. Vous voyez, tout est lié, hein. Le président n'a pas fait la lettre en vain. Il ouvre le procès. Et les gendarmes qu'on a accusés d'être à la base du Chanier, là, eux tous étaient au procès. Devant tout le monde, il y avait toutes sortes de représentations. Le procès n'était pas à huis clos, n'était pas fermé. Les organisations non gouvernementales, eux tous, ils étaient là. La presse internationale, tout ce que vous voulez, ils étaient là. Et puis, les gendarmes qu'on a accusés ont dit, vous là, venez. Et puis, on a ouvert le procès. Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé? Les accusateurs sont pas venus. Ceux qui ont accusé, ceux qui ont dit que les corps du Chanier étaient à eux là. Normalement, si moi je reconnais que c'est mon parent, c'est mon Y, c'est mon militaire et tout, ben il est venu avec les preuves et tout ça. Parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas encore président quand il y a eu le Chanier. Donc, il ne peut pas donner l'ordre à qui que ce soit d'aller tuer un X ou Y. Parce qu'il n'est pas encore président. Il a été président à partir du 26. Donc, pendant qu'il a fait cérémonie là, c'est à quel moment il donne ordre pour aller tuer quelqu'un? Il peut pas. Et le lendemain, le 27, il y a son premier conseil des ministres. Donc, c'est à quel moment il va appeler les gendarmes pour dire, bon, il peut pas. C'est pour ça que dès qu'il a entendu cette affaire de Chanier, le même jour, il a envoyé ses ministres aller voir. Donc, moi, ce à quoi je m'attendais, Tanguy, on va décortiquer d'abord cette première partie avant d'aller plus loin. Ce à quoi je m'attendais, sur la question du Chanier, je me suis dit que quand Ouattara va venir au pouvoir, puisque selon eux, ce sont leurs militants qui constituaient le lot du Chanier, il allait rouvrir le procès. Parce que s'ils estiment que peut-être le procès a été bâclé, ou bien, bon, je sais pas, ils peuvent donner toutes sortes de justificatifs, c'était le lieu indiqué de réouvrir le procès du Chanier. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Jusqu'à aujourd'hui, ils parlent, non, le Chanier, mais il y a eu un procès. Et le procès n'a pas pu définir la culpabilité des gendarmes qui répondaient peut-être du pouvoir de Laurent Gbagbo, mais qui n'était même pas encore élu. Donc c'est même pas lui. C'est même pas lui. C'est ce que le président est en train de montrer ici. Tu vois? Donc il dit qu'il a ouvert un procès. Il n'y a pas eu d'accusation. Donc les gens étaient relaxés. On attendait que les gens viennent avec des preuves. Et suite à cela, Robert Ménard, par le truchement de son organisation non gouvernementale, avec un Congolais là. Attendez, donne-moi 2 minutes. Il y a ça ici. Sorry. Pardonnez. Hein. Oh, ça me prend du temps encore. Ouais, rapport sur le Chanier de Yopougon. Donc le rapport est là, FIDH, c'est un rapport. Le rapport a été fait le 22/12/2000. Rapport enquête sur le Chanier de Yopougon. Fédération internationale des droits humains. Donc il y a eu un rapport. Et le rapport explique tout en détail et tout. Nulle part, parce que il y a eu aussi, dans le rapport, il y a eu Robert Ménard. Ensuite, Robert Ménard, il y a eu aussi Kemaïs Chamari. Il y a eu Kemaïs Chamari. Il y a eu aussi Jean-François Julliard, qui était, lui, le secrétaire général de Reporters Sans Frontières de RSF à l'époque. Il y a eu aussi, comment il s'appelle même, le président de l'Observatoire des droits de l'homme. Voilà. Donc, il y a eu celui dont je cite le nom, il y avait Robert Ménard et il y avait le Congolais Parfait Moukoko. En plus de Parfait Moukoko, il y a eu pas mal il y a eu des journalistes et tout ça qui ont pris part à cela. Vous voyez? Mais pour faire la transparence sur ce qu'il y a eu. C'est ça, on a brandi pour faire rébellion, hein. N'oubliez pas, on a brandi ça. Parce que moi, il me pose la question, montrez-moi le Chanier qu'il y a eu au nord. Parce qu'on nous a fait quoi qu'on a massacré les nordistes? On nous a fait quoi ça? Voilà. Donc, Tanguy, c'est le premier pan de la lettre. Donc, le président a dit, beaucoup accusé un certain nombre de gendarmes, j'ai ouvert un procès et le tribunal a relaxé, ce qui m'a réconforté. Et bien évidemment, il y a eu
les reporters qui sont venus, ils ont fait des trucs. Voilà. Donc, voici la première lettre du président. Et il dit ceci. Voilà, je vais finir par là, comme ça, on va passer la parole. Il dit, 2 mois plus tard, ça veut dire quoi? Le président Laurent Gbagbo est président le 26 octobre. Donc, il n'a pas encore mis en place le commandement de l'armée, là. Il n'a pas encore fait les nominations. Donc, ceux qui sont là sont ceux-là qui agissaient sous le compte du précédent régime. Donc, il n'a pas pu mettre ses hommes de confiance, ou là, alors il n'a pas pu nommer les gens qu'il a voulu nommer là. Donc, c'est l'ancienne armée là. C'est eux qui sont là parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles nominations. Donc, le président dit, après le procès, il y a eu 2 mois plus tard. Donc, quelqu'un qui vient 3 mois, ça dit qu'il est élu. Et puis 3 mois plus tard, donc il dit 2 mois plus tard ici parce que pour suivre les dates, les 4 et 5 janvier, le pays subissait sa première attaque avec un commando venu du Nord. Je laisse la parole, les avis sont recueillis. On va aller beaucoup vite pour que la parole tourne. Et puis voici l'un des premiers pas de, voilà. Donc, je te laisse la parole. Et puis, vas-y. Tu es là? Tanguy, tu es là? Si tu parles, ton micro est fermé. La parole arrive. Ok. Attends, La blondasse qui voulait prendre la parole, s'il te plaît. C'est qui? La blondasse. Elle demandait si elle pouvait prendre la parole. Ok. Blondas, vas-y. En 5 minutes. Hein. C'est la question du temps pour aller. Bonsoir. Bonsoir, Tanguy. En tout cas, bonsoir à tous. La blouse, merci beaucoup pour ton développement. Hein. Et moi, je suis d'accord avec vous. Pour nous qui commençons la politique, hein, voilà, qui suivons l'idéologie de M. Laurent Gbagbo, c'est inacceptable que certaines personnes au sein du parti, parce qu'ils sont pas contents d'un mot d'ordre qui n'a pas été donné, donc ils prennent la caméra, ils s'asseyent et ils décortiquent le président. Je n'ai pas vu aucun parti politique en Côte d'Ivoire, ni du PDCU, bien du ADC, quoi que ce soit, même si ça va pas, s'asseoir et critiquer son mentor. Sachant très bien que ce monsieur s'est battu pendant 30 ans à l'opposition pour le multipartisme. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je répète, pour nous qui sommes jeunes dans la politique, qui s'inspirons de vos analyses pertinentes et tout, nous, ça nous affaiblit un peu. Voilà, parce qu'on se dit, on suit quelqu'un qui a des idées, voilà, on veut une démocratie réelle et tout, et qu'il y ait un changement dans notre patrie. Et qu'on voit ces gens de personnes qui soutenaient le combat, ceux qui n'ont jamais été dans le combat, faut pas qu'on se voit la face. Je suis monté, je lui ai dit, non, si vous voulez, vous avez des vestes, vous voulez manger à un autre restaurant, mais fermez la porte de ce restaurant, et puis allez ailleurs, et puis on n'en parle plus. Mais ne pas venir sur un live et parler comme ça du menton, moi, je ne suis pas d'accord avec. Voilà, parce que moi, je dis. Merci. T'as raison. Vas-y. Voilà, Bon, moi, j'ai pas suivi, je sais pas trop, ben, j'ai eu des échos et tout, c'est vrai. Attends, il a libéré mon cœur. Attends, mon vieux père. Donc, nous, là, moi, personnellement, ça me fait mal. Voilà, parce qu'il n'a pas vu RDR, malgré ce qui s'est passé à Nayo, là. Aucun de ça veut dire que Ado n'est pas bien. Aucun, il n'a pas encore vu. Donc, pas passer à côté d'un mot d'autre qui n'a pas été donné. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dans son discours avec Alain Voka, il nous a mis face au mur, avec notre ciment en main. Ça, encore, c'est lui qui devait venir bâtir le mur pour nous. C'est à nous-mêmes, le peuple, d'être conscient, de dire qu'on est fatigué et se lever pour une démocratie juste. Mais on fait rien, s'asseoir. Mais le peuple ne l'a pas parlé. Les gens sont sortis. Mais on a été matés. Hein? Et parce que résistance, c'est quoi? Hein? Les Français ont résisté pour avoir cette liberté aujourd'hui. Et se sont même servis de nos ancêtres pour avoir cette liberté. À notre tour là, petit échappe ou bien petit embûchu sur notre route là, on commence à vociférer, on fait des panels. Je n'ai pas aimé. Vieux père, si c'est ton ami là, faut le dire que c'est ton problème à faire ça encore. Je n'ai pas aimé parce que nous autres là, ça nous affaiblit. Voilà, faut pas qu'il va faire ça encore. Alors il y a beaucoup de camps qui cherchent les militants là-bas. Donc en faisant ça là, vraiment, beaucoup vont se perdre dans le chemin. C'est mon frère. Il a appelé encore. Voilà, bon, peut-être que c'était un ras-le-bol. Bon, je sais, mon vieux. Je sais pas dans tous les partis là. Attends, mon vieux. Dans tous les partis, il y a un ras-le-bol. Tu crois que RDR n'ont pas ras-le-bol? Ils ont ras-le-bol? Est-ce que c'est sur la toi, il vient parler de ça? Non. Elles se couvrent mutuellement. Pourquoi c'est sur la toi, il vient parler de ça? Il n'a qu'à t'appeler, toi, au moins tu as guéri. Il appelle quelqu'un là-bas, on vous là-bas pour parler, puis ça passe. Mais pas sur la toile quand même. C'est un manque de respect à l'égard de M. Laurent Gbagbo. C'est un manque de respect. Et ça, je ne l'accepte pas. C'est pas comme ça on fait une politique. S'il mange ailleurs, qu'il mange. On va régler en famille, c'est rien. On va régler en famille. Arrête là. D'accord, mais tu n'as même pas parlé de la lettre là. Non, mais la lettre là, mon vieux, lettre là, mais comme ça, mais tu me montres pour dire mon rabon. La lettre là, ils vont situer maintenant les responsabilités, chacun va aller parler là-bas. C'est tout. Les gens pensent que quand on dit liberté là, c'est facile. Non, quand demande nos ancêtres, 400 ans avant d'être libre, vous petit ambitieux, vous vociférez en même temps. Je m'arrête là, mon vieux, passe la parole. D'accord, Abondas. C'était chaud. Hein. Ah, Annie. Moi, j'ai écouté j'ai lu la lettre. Moi, quand je comprends pas, quand il y a des choses que je ne comprends pas, je vous appelle, je t'appelle toi ou j'appelle Tanguy, et puis vous essayez de m'éclairer. Attends, il y a Black qui est monté. Il a fait la place. Hein. Et puis. Ouais, mais Black est là, qui monte, ça va pas m'empêcher de parler. Vas-y. Non, vas-y, non, je ne sais pas besoin de toi.
Moi, j'ai compris, j'ai compris moi, j'ai décidé de suivre le président Laurent Gbagbo depuis 1990, j'étais petite, et je le dis tout le temps, et je comprends le combat du président Donne-moi ta Laurent place 2 Gbagbo. secondes. Voilà, je comprends le combat du président Laurent Gbagbo, et je ne sais pas en quoi est-ce que cette lettre qui a été écrite en bonne et due forme peut me décourager, et puis m'empêcher de continuer la lutte avec lui. Voilà, la lettre, elle est claire. Il y a eu des assassinats, il y a eu un génocide, si je peux me prononcer comme ça. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il faut que tout ça se soit éclairé parce qu'il ne sera pas le seul à avoir fait les 10 ans de prison. Il y a les rebelles comme les Soro Guillaume là, qui ont veillé les gens, qui ont assassiné nos parents ici. Ils doivent se retrouver à la CPI aussi. Donc c'est la continuité du 4e mandat. Moi je vais m'arrêter là en attendant. Ok, j'essaie de faire la place à Black, je sais pas. Elle est déjà montée. Je suis là, frère. Ok, bon, elle est là. Honnêtement, moi, je veux vraiment qu'on parle de la lettre du président. Je sais qu'il y a eu des a priori, mais bon, comme tout le monde est un peu, même pas un peu, voilà, il y a vraiment une colère par rapport au live. Black, on dit que tu as fait live ce matin. Bon, pareil, il n'y a pas de tribunal des règlements, mais bon, parlons, c'est la famille, il n'y a pas de souci. J'aurais voulu même que ce soit en off, tout ça allait beaucoup plus tranquille. Qui fit de karma? Ouais, tu as parlé de la lettre, mon frère, c'est pour ça que tu es là. Tu as parlé, c'est rapidement. Comme, donc Black, voici un peu, c'est comment? Je sais pas trop. On dit tu as dézinglé le président ce matin sur ton panel. T'as pas été tendre avec lui. Voilà. Donc, en tant que, comment on appelle ça, militant du PPACI, donc adepte du président Laurent Gbagbo, ça n'a pas été vu d'un très bon œil. Voilà. Et donc tout le monde n'est pas content du tout. Donc, ça veut dire que tu as chié même. C'est ce que moi je vois, Voilà. Si on vient en parler comme ça veut dire que tu as gâté même. Donc, qu'est-ce que tu as à dire réellement? Est-ce que c'est ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que c'est pas? Bon, c'est pas un jugement aussi, C'est juste que bon, juste te faire comprendre aussi, puisque bon, tout le monde, ou bien, si tu veux, on peut gérer ça en off rapidement, puis bon, voilà, je sais pas. Mais je vais pas compléter le fil du live. On va aller, donc rapidement, et puis bon, on va tomber sur, ne pas perdre. Vas-y. Ok, merci, frère. Parfois, aller directement sur la lettre du président Laurent Gbagbo. Black, il voit, s'il te plaît, Black, il voit, ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Hans, moi, je pense que vous allez vous parler en off là-bas, comme Aïle le dit. Va directement dans le contexte de la lettre pour les gens qui n'ont pas compris. Faut aller directement sur ça. Black Ivoire et toi, vous allez vous parler en off là-bas. Nous, on n'a pas envie d'entendre ça. Va directement sur la lettre, s'il te plaît. Merci. C'est clair, va sur la lettre là, on va s'expliquer encore plus. Ouais. Qui a descendu Black? Non, Annie, on va parler, on va aller sur la lettre. Va directement sur la lettre, Hans, s'il te plaît. Avec tout le respect que je te dois, avec le respect que ton panel a, va directement sur la lettre. Nous qui comprenons rien là, tu vas nous expliquer. Tanguy aussi est là, vous allez nous expliquer et nous éclairer. C'est le plus important, c'est ce qui est fondamental. Le reste là, on n'en veut pas. Il va t'appeler après là-bas. Non, on va tuer ça, et puis c'est fini, on continue rapidement. Les gars, Annie, pardon, calmez-vous. Je sais que, on va aller. On est là, il y a tout le temps, on va faire le panel, on va parler bien. Pardon, ne le descendez pas. Attends. Comment soyez salués, responsable Tanguy, Hans, soyez tous salués, et je salue tout le monde. Alors, je vais essayer de brièvement essayer de répondre un peu à ce que le frère Hans a posé comme première chose, et puis après on va régler ça comme les gens l'ont dit. Mais j'aimerais dire ceci. Je sais pas qui m'a descendu, Je pouvais même rester là où j'étais là, parce que les téléphones, les lives, chacun lance son live, puis dit ce qu'il a envie de dire. Mais on n'a qu'à se respecter. Voilà. Je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un sur la toile. Respectons-nous. Ça, c'est clair. Mais il faudrait qu'on se respecte. En te disant, Gore, tu nous as manqué du respect à nous tous sur ton panel. Non, tu me laisses parler, s'il te plaît. Voilà, en te disant, Gore, je vais te descendre. Je vais te descendre, tu vas aller ouvrir ton panel. Je vais te descendre, tu vas aller ouvrir ton panel. Moi, je vais te descendre, tu vas aller ouvrir ton panel. On est sur un sujet, la lettre du président Laurent Gbagbo. Il faut le descendre, s'il n'a rien à nous dire, il faut le faire descendre. Non, les gars, calmez-vous. Annie, pardon. Black. On va gérer ça. S'il te plaît, faut le faire en inbox, s'il te plaît. On se parlait, vous là-bas, s'il te plaît. On faut nous respecter aussi. Respecte aussi nos douleurs, s'il te plaît. Faut respecter nos douleurs. Respecte aussi nos douleurs, respecte aussi le manque de respect que les gens qui se disent God nous font sur le panel. Il a dit qu'il a son panel, il peut aller faire ce qu'il veut là-bas. Qu'il aille sur son panel, vous vous appelez inbox là-bas, vous parlez. Je ne vais pas me calmer. Parce que ce matin, quand cette médiocrité est en train de se passer là, il y a une personne qui dit à qui qu'il faut se calmer. D'accord. On va clore ça. Honnêtement, on va clore tout ça. Le panel
il faut décalmer. Le panel n'était pas pour régler une histoire entre X ou Y, tout et tout, non. C'était pas, je peux comprendre les colères, les fâchements et tout ça, je peux comprendre et tout et tout. Il a fait un panel, les gens sont pas trop contents, donc ils le lui disent et tout, mais on est dans une situation qui est assez difficile, assez tendue, et je peux comprendre qu'il y ait des levées de voix, et j'ai compris, Annie, tu n'es pas la seule à être fâchée. La plupart de ceux qui ont parlé, Bobo, plein de gars qui sont venus sur le panel étaient fâchés. Black, pour ne pas que les choses aillent dans un mauvais sens, pour ne pas qu'il y ait un spectacle désagréable ici, puis bon, si ça, les gens sont là, ils enregistrent, ils écoutent, au lieu de retenir l'important du message, ils vont prendre ça, envoyer ça à gauche, à droite, et tout. Je veux, calmons-nous pour l'instant, mon frère. Après, je te fais monter tranquillement. Ou bien on va s'appeler tranquillement, on a qu'à se calmer, et ça là, les gars vont récupérer ça, ils vont envoyer ça partout, et puis bon, c'est pas ce qu'on veut offrir comme spectacle. Mon gars Black, toi tu sais, je sais, donc ça peut arriver, il y a des choses qui se passent et tout, ça peut arriver. Donc on va clore ce débat là, on va passer à autre chose, on va passer à la lettre du président. Moi, mon panel là, vraiment, moi j'ai jamais fait ça, où on vient, on se tape là, ouais, Black, t'as raison mon frère, mais bon, faut pas que ça aille dans tous les sens, Je sais que tu trucs, Annie, calmons-nous, doucement, on va gérer le truc doucement, pardonnez. Calme, il n'y a pas de souci, Tu sais que pour toi, quand tu me parles ou Tanguy me parle, moi je me calme. Sinon, moi j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je dis ce que je pense. Bon, gars, mais je suis calme pour vous, je suis calme. Il n'y a pas de souci, on continue le panel. Merci. Kitty, est-ce que tu es là? Kifi, c'est Kifi, oui, je suis là. Kifi. Attends, okay. Bonsoir. Tanguy, si tu es prêt là, tu me fais signe. Et puis, ouais, vas-y. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais intervenir, parler en fait de la lettre du président Laurent Gbagbo. Mais juste avant ça, il y a beaucoup de bruit, Kifi, il y a beaucoup de bruit dans ton fond. Je sais pas si un instant, je vais déconnecter mes oreilles. Oui, là c'est bon? Non, c'est pas ça, la personne qui parle à côté de toi là, ça on entend fort quoi. Comment il s'appelle? Zaouli? Voilà, tiens, Zaouli. Ok, excusez-moi. Il était en conférence aussi, lui, donc... Ok, voilà, donc comme je disais là, je vais... Oui. Tu as fermé son micro? Oui, je suis là. Ouais, vas-y. Oui, je disais, en fait, avant de parler rapidement de la lettre du président Laurent Gbagbo, je vais tout de suite en 30 secondes dire quelque chose, donner mon avis et puis peut-être des conseils. Vous savez, moi je dis toujours, quand on accepte de suivre un homme politique, c'est d'abord pour sa vision. Et puis peut-être il y a d'autres choses qui vont suivre. Le président Laurent Gbagbo, il est âgé de 80 ans. Il est plus âgé que mon père à moi. Donc c'est quelqu'un que moi, par exemple, je suis depuis ma tendre enfance, depuis mes 10 ans, 8 ou 10 ans. C'est quelqu'un qu'on a pris en exemple depuis toujours, qu'on a accepté de suivre pour son idéologie politique. Je veux dire pour son honnêteté au niveau de la politique et pour son amour profond pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. De la même manière qu'on respecte nos parents, on ne se voit pas en train d'invectiver nos parents. On ne se voit pas en train de jeter nos parents, c'est-à-dire père et mère, à la vindicte populaire. Là. On n'a pas le droit de faire ces choses-là à l'encontre du président Laurent Gbagbo, qui est bien plus que notre père. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire au sujet de tout ce qui se raconte. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec une décision ou des décisions, mais on n'a pas le droit de venir, comment on appelle ça, exposer tout cela sur la toile. Parce que qui dit la toile parle de place publique. Donc il y a un minimum de considération qu'il nous faut prendre, de valeur qu'il nous faut reconsidérer avant de sortir s'exprimer. Parce que bon, j'ai pas suivi le live de Black. J'ai suivi le live d'une autre personne qui avait fait pratiquement la même chose, où les gens ont eu à le reprendre et cette personne n'avait pas vraiment compris le sens dans lequel on l'interpellait pour dire que tu as mal agi. Les gens pensent que c'est vrai, tu as ta connexion internet, tu as ton laptop ou ton téléphone portable, c'est toi qui payes, mais tu n'es pas libre de dire ce que tu veux. Parce qu'on est aussi des personnes écoutées. Bon, du moins, vous êtes aussi des personnes écoutées. Donc, se lever et dire des choses comme ça donne une mauvaise image, peut-être du président Laurent Gbagbo, mais surtout du PPACI, ou bien des pros, je vais dire panafricains, ou des pros Gbagbo que nous sommes. Voilà un peu, pour faire un résumé. Ok, au sujet de la lettre. Déjà, moi j'ai lu une ou deux fois la lettre, j'ai retenu pas mal de points. Dans le contexte dans lequel déjà le président Laurent Gbagbo il écrit cette lettre, on voit Attends, Kifi, on n'a pas lu toute la lettre. J'ai lu un pan de la lettre. Et c'est ça. Dis-moi. Non, parce qu'on a entendu décortiquer. Ouais, nous tous on a lu. Moi-même j'ai lu. Mais tu vois qu'on a décortiqué étape par étape. Donc, ok, d'accord, vas-y. Donc, je dis le contexte dans lequel cette lettre a été écrite. Il a diffusé cette lettre à la date du 8 décembre, date à laquelle
l'autre, il est en train de faire ce qu'il appelle investiture. Et le second contexte, c'est plutôt un contexte, je dirais, solennel, qui adresse, dans lequel il s'adresse au peuple ivoirien tout entier et à la justice internationale. Voici les deux gros points que j'ai ressortis de façon contextuelle. 2 points. Qu'est-ce que dit la lettre en fait ensuite? Laurent Gbagbo, il est revenu en fait sur les principales causes de la crise ivoirienne depuis 2002 jusqu'à, on va dire, 2011. Il a rappelé également les décisions qu'il avait prises afin de pacifier le pays et remettre le pays sur de bonnes rails, c'est-à-dire la réconciliation nationale, qu'on appelle ça, le désarmement des rebelles et autres. Un autre point concernant, je dirais, les élections présidentielles de 2010, le rôle qu'a joué l'ONUCI, la France et Alassane Ouattara dans le but d'imposer quelqu'un à la tête de notre... Attends. Oui. Attends, excuse-moi 2 secondes. Excuse-moi 2 secondes. Si déjà on se retrouve en 2010, il y a des éléments fondamentaux importants de la lettre qu'on va manquer, tu vois. Parce que dans le début de la lettre, il y a ce pourquoi les gens ont emmené la rébellion, ce pourquoi le président a été jugé, et ce pourquoi Ouattara a en train de faire un 4e mandat. Le président est en train de noter que tout ça est lié, et que c'est parce qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là que nous, les Ivoiriens, sommes en train, en ce moment-là, de mourir, juste parce qu'on est en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui s'est effectuée à violer de façon répétitive nos lois, et c'est cette personne-là qui, aujourd'hui, n'ayant pas répondu de ces faits-là, c'est cette personne-là qui s'est vêtue à violer encore nos lois jusqu'à faire un 4e mandat et à continuer de dire les Ivoiriens. Donc, quand il met la lettre et puis il décortique, il met il fait des précisions sur chaque événement, il ne le fait pas par plaisir. Regarde par exemple, je vais te donner, tu vois ce que je vais dire, non? Moi, je veux pas qu'on saute. Par exemple, quand le président vient au pouvoir le 26 et 2 mois après, il y a un coup d'État par des gens venus du Nord, il faut expliquer ça. Quand il dit encore que 2 années plus tard, dans la nuit du 19 septembre, un commando d'une plus grande envergure franchissait les frontières du Burkina, pénétrait en Côte d'Ivoire et s'émet deuil de désolation sur son passage. Là encore, je vais terminer la lettre en même temps, là on va parler en tout. Là encore, nos militaires, nos gendarmes et nos policiers se sont mobilisés et ont fait échec à la descente de ce commando. Mais nous avons observé que certains d'entre eux étaient déjà à Abidjan. Tout ça, c'est ici pour qu'il le dit. Des batailles de rue ont eu lieu et nous avons pu les repousser. J'étais en visite officielle en Italie, j'ai dû écouter mon séjour italien pour rentrer au pays et être près des miens. Mais là, les rebelles ont installé un kyste à Boaké, provoquant ainsi la partition du pays en deux. La partie sud sous l'autorité du gouvernement légal et légitime et la partie nord à partir de Boaké sous l'autorité de la rébellion. À partir de ce moment, on a vu se mettre en place un balai diplomatique avec la conférence de la CEDEAO Accra qui a désigné. Quand le président s'est vêtu à dire les détails, c'est parce que ça compte dedans. Tu vois, et je sais que tu l'as compris. Regarde par exemple, il est en train de dire la chose suivante. J'ai été légalement élu. 2 mois après, même pas 2 mois, le jour de mon premier conseil des ministres qui s'est fait le lendemain de mon investiture, il y a eu un charnier. Et ce charnier-là, on a dit que c'était des gens du Nord. Est-ce qu'on a pu prouver ça d'abord? Est-ce qu'on a pu prouver que c'était des gens du Nord et surtout militants du RDR? Parce que c'est un des éléments qui a été utilisé par les gens venus du Burkina. Ce sont des éléments qu'ils ont mis sur la place. C'est ça qu'ils ont. Voilà, tu vois un peu, non? Voilà, tu comprends parfaitement. Donc, vas-y, rapidement. Vas-y, rapidement. Et puis, on va passer. En fait, je tente de faire un résumé, mais bon, bref. Comme tu veux qu'on aille point par point, là, je pense que c'est encore plus intéressant. Ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre. Pour revenir au début de cette fameuse rébellion-là, ou bien aux origines... Il y a 5 minutes. Pour revenir aux origines de cette fameuse rébellion, je vais plutôt parler d'un document qui avait été réalisé par Canal+, qui était intitulé « Laurent Gbagbo dans le tourbillon du golfe de Guinée ». Je ne sais pas si vous avez suivi ça, ou ceux qui ont pu voir ce document-là. Ça parlait un peu de l'histoire de cette rébellion jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo se fasse enlever au pouvoir par les forces, en l'occurrence qu'on connaît, la France, l'ONUCI et autres. Mais, de façon plus profonde, qu'est-ce qui s'est passé, ou bien à quoi est-ce que nous avons eu à quoi on a eu affaire dans notre pays, en Côte d'Ivoire? C'est plutôt... je dirais encore un acte de l'impérialisme international, si vous voulez, le complot international qui existe presque sur tous les pays, je vais dire du tiers-monde, ou bien sur tous les pays africains, afin de permettre aux anciennes puissances coloniales, ou bien aux puissances coloniales, d'avoir toujours même mise sur les richesses de nos nations.
Parce que le président Laurent Gbagbo, il arrive au pouvoir en 2000. Et comme tu l'as dit, il a dit dans la lettre, dès son premier conseil des ministres, il apprend qu'il y a un charnier à Yopougon. Il diligente une enquête, on a vu tout ce qui s'est passé. Les mêmes accusateurs là ne se sont pas présentés au procès. Et comment est-ce que dans un tas de dépouilles mortelles, on peut dire que ceux-là, ce sont des militants RHD et RDR, alors qu'ils n'ont aucun papier sur eux. Et plus encore, quand il y a eu les autopsies, ça a révélé que certains d'entre eux sont morts par noyade. Donc ça correspond aux personnes qui avaient été déjà à la Carina pendant que les gens marchaient pour aller demander à Guy Robert de rétablir ou bien de quitter le pouvoir. Là. Voilà. La personne même que le RDR avait utilisé pour transporter ces corps-là, c'était un vieux Malien. Ils ont utilisé son camion pour transporter tous ces corps-là. Ils lui ont payé, je crois, une somme de 10 millions, je ne sais plus trop le montant exact. Et il a quitté la Côte d'Ivoire, aller dans son pays. Mais arrivé là-bas, il s'est rendu compte que c'est des faux billets que les gens avaient utilisés pour le payer. Pourquoi est-ce qu'on arrive à toutes ces machinations-là? Il faut dépeindre celui qu'on ne veut pas voir au pouvoir parce que cette personne-là est susceptible de travailler réellement pour son pays. Alors qu'à la tête de nos États, les Occidentaux s'arrangent toujours à maintenir des pantins qu'ils peuvent guider par le bout du nez comme ils le veulent afin que ces personnes-là les servent leurs intérêts, uniquement leurs intérêts et rien d'autre. C'est ce qu'on voit un peu dans plusieurs pays autour de nous ici. Donc, dans un second temps, dans ces mêmes pays-là, souvent quand il y a des coups d'État militaires pour renverser, pour répondre, je vais dire, au ras-le-bol que le peuple subit ou que le peuple crie, les gens disent, ah oui, vous êtes pour les coups d'État, on est contre les coups d'État, mais un coup d'État c'est quoi? C'est le ras-le-bol de la population que le militaire arrive à matérialiser. Voilà, là où les civils ne sont pas assez courageux pour s'occuper correctement des populations, le militaire vient et il rétablit l'ordre. Ça c'est ce qui est logique. Mais on voit aujourd'hui, il y a des coups d'État qui sont faits juste pour tromper la vigilance des gens. Ok, et donc, ils ont préparé tout ce complot-là dans le but d'empêcher Laurent Gbagbo de continuer, ou bien de continuer à travailler pour la Côte d'Ivoire. Je vais aller un peu plus loin encore, avec les témoignages de certains ministres, tels que le ministre Kone Katina, qui lui, à l'époque, en tant que ministre du budget, mais je ne sais plus quoi, avait reçu un jour à son bureau un coup de fil de la dame ancienne DG du FMI, Alio Marie, Christine Lagarde, qui lui demandait qui ordonnait à Kone Katina, le ministre Kone Katina, de mener des actions pour aider la France plutôt pour aider la France à s'en sortir et qui allait contre le développement, si vous voulez, contre l'économie ivoirienne. Il a dit, mais non, madame, vous n'avez pas l'autorité pour me donner des ordres. Je suis un ministre de la République de Côte d'Ivoire. Elle a dit, ah oui, mais vous devez nous obéir, que c'est comme ça que c'est fait depuis toujours. Et là, il a raccroché. Donc, ça vous dit que longtemps, nos États ont fonctionné ou fonctionnent avec des ministres factices, mais ils sont gérés par l'Élysée. Et donc, quand un nationaliste arrive au pouvoir, on fait tout pour le dépeindre, pour le salir et pour le faire chuter. Généralement, ils arrivent à le faire en douceur, avec des petits coups d'État derrière lesquels ils sont cachés, mais on ne voit pas leur visage. Mais le président Laurent Gbagbo a réussi à les faire sortir. Une minute qui file, comme ton temps est épuisé. Le président Laurent Gbagbo a réussi à les faire sortir de leurs gants et à se découvrir à la face du monde. Vous voyez un peu. Ce monsieur-là, ce n'est pas un plaisantin en politique, c'est un dinosaure de la politique. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire ou en Afrique ici, on a cette manie-là de ne pas reconnaître réellement la valeur de ce qui nous pend au nez. On attend que le gars il parte, que Dieu le rappelle pour dire « Ah oui, il était grand, on va mettre ses photos partout en statut pour dire « Mais non ». Donc voilà un peu ce que j'avais dit par rapport à la première partie de la lettre du président. Mais c'est un appel qu'il lance à la justice internationale et à tous les Ivoiriens, à tous les Africains conscients et qui aiment l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Golden, avant de te passer la parole, il y a Tanguy qui était là avant toi à Bounty. Donc je laisse la parole à Tanguy. Tanguy, vas-y. Merci beaucoup, frère. En tout cas, je tiens à saluer tous ceux qui sont sur le panel. Allez, ça fait un bail. J'espère que tu vas bien. Bonti. Merci. Annie de Babo, la grande Annie de Babo. Bobo, Kifi, la blouse, Kifi, très bonne analyse. Tu t'es arrêté au bro sur ta lettre là, la lettre là. Je vais m'arrêter juste où t'arrêter. Tout? Ouais, je pense que je vais faire un peu comme Kifi. Je vais faire une première partie. Parce que il y a tellement d'informations dans cette lettre-là que je ne vais pas analyser ça de façon... Il y a trop d'informations. Ouais, globale. Avant que tu ne commences même ton truc, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu savais que dans l'accord de Lina Marcoussi, il était prévu une clause pour le désarmement? Déjà dans Lina Marcoussi. Oui, dans Lina Marcoussi, c'était prévu. C'est pour ça que ça a été mis sur la table à l'accord de Ouaga. Merci. Vas-y. Voilà. Ça a été mis sur la table à l'accord de Ouaga. Donc, je vais
ma première partie va s'arrêter juste au niveau où il dit, j'ai dû écouter mon séjour en Italie, mais là, les rebelles avaient installé un kyste. Où on dit, mais le pays était divisé géographiquement. Je vais m'arrêter là, d'abord. Donc, pour cette première partie, hein, tu as bien dit, le texte même est évocateur. Tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Souvenez-vous que le président, même mon temps, pardon, sinon il sait qu'il va déborder. Le président a dit à la CPI, nous sommes là, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et pour aller au bout là, il faut vraiment qu'il y ait un jugement total. Et souvenez-vous, il ne le fait pas. Il aurait pu faire cette lettre-là, sortir cette lettre-là le 7, le 6 décembre. Il le fait quoi? Il le fait le 8. Lors de ce simulacre d'investiture d'Alassane Ouattara. Je ne l'appelle même pas président parce que bon, il n'est pas un président. Quand on viole la Constitution, on n'est plus président. Donc, il le fait le 8. Et toute l'attention est captée vers ce qu'il dit. Et de façon stratégique, il fait un rappel. Il parle de son élection présidentielle en 2000. D'accord? Il parle donc de son investiture. Et il met bien le lien des dates entre le charnier de Yopougon, d'accord, et son investiture. Pour dire quoi? Il n'avait pas encore les clés du pays. Il n'avait pas encore les commandes de l'armée, etc., etc. Alors qu'il était en train d'être investi, on lui apprenait un charnier. On lui disait qu'il y avait un charnier à Yopougon. Mais pourquoi il ne dit pas du charnier? Kifil a tellement bien dit que je ne vais pas en rajouter trop. Parce que le charnier, là, c'est ça qui est le fait générateur de ce qui va se passer ensuite en 2002. Pour ceux qui ont bien suivi cette partie, Kifil a tellement bien dit, donc je vais faire ça en 30 secondes. Les corps qui étaient là, on a dit qu'ils étaient militants du RDR. Mais on a surtout dit qu'ils étaient musulmans. On a surtout dit qu'ils étaient musulmans. Donc, les gens avaient déjà prévu la crise identitaire, ou la pseudo-crise identitaire, a déjà prévu lancer ce venin-là de crise identitaire dans le pays. Rappelez-vous qu'en 2002, quand les gens font leur action, on entend bien Soro Guillaume qui dit qu'avant on ne pouvait pas porter de boubou. Donc, ils ont fait ça parce qu'on pouvait porter des boubous. Donc, le lien de la religion entre les corps qu'on voit coucher, à qui on attribue une religion, comme si on pouvait savoir qu'un corps était chrétien, bouddhiste, musulman ou athée, ils le font. Donc, c'est là le gemme de la crise identitaire. Ensuite, il dit quoi? Il dit que beaucoup accusaient les gendarmes. Et il montre son caractère d'opacité vis-à-vis de la justice. Il dit il a favorisé un jugement. Pour dire que là où on a accusé des gendarmes, lui, Laurent Gbagbo, quand il a pris les rênes de l'État, il a fait en sorte qu'il a laissé la justice travailler. Et ces gendarmes ont été innocentés. Mais les gens ne sont pas arrêtés là. Les gens ne sont pas arrêtés là. Il rappelle que à 2 mois de sa prise de fonction, alors qu'il n'avait encore rien fait, les gens avaient déjà commencé des tentatives de coup d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 2 mois, on attaque ni sa gestion, on attaque ni le caractère démocratique ou pas de sa gestion, on attaque ni le fait qu'il y ait une cabégie ou pas dans sa gestion, bonne ou mauvaise gouvernance. Non. C'est-à-dire que les gens étaient dans un plan commun d'attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, l'attaque a eu lieu 2 mois après son investiture, était la suite des règlements de compte du coup d'État de 99. Donc, ils n'ont rien à voir avec lui. Et il le dit très bien. Il dit que ce commando a été vaincu. Et maintenant, il part sur le 18-19 septembre. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens ne font pas attention, mais il dit un commando a été vaincu, les suivants ont replié à la frontière burkinabé. Et donc, il dit ensuite, un commando d'une certaine grande envergure franchissait les frontières du Burkina et pénétrait en Côte d'Ivoire. Il entend dire quoi? Ce n'est plus un conflit ivoiro-ivoirien comme les gens l'ont prétendu. Une fois que des gens sont dans un autre pays, on leur offre gîte et couvert et qu'ils attaquent un autre pays, on est en face donc d'une action qui est une action de guerre internationale, puisque c'est 2 pays finalement. Ok? Même s'il y avait des Ivoiriens devant, on peut logiquement penser que toute la logistique était fournie par le Burkina Faso. Et après on l'a su. Donc il est ici en train de dire que la France en ce moment, souvenez-vous, qu'on avait essayé, le président avait essayé d'activer les accords de défense avec la France. Donc quand il parle de là, il veut dire quoi? La France a refusé les accords de défense en disant que c'était une affaire ivoiro-ivoirienne. Donc la France s'est fait naturellement complice de ce qui s'est passé en refusant d'activer les accords de défense alors qu'il était de notoriété commune que les gens étaient venus du Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc là, il est en train de dire quoi? La France a été complice de cet événement. Et là encore, il salue l'armée régulière de ce moment-là. Bon, mon temps est fini, donc... donne-moi 2 minutes. Je te rajoute 5 minutes. Je te rajoute 5 minutes, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc là encore, il salue... Tu peux prendre des minutes, hein? Merci, Golden. Il salue... Là encore, il vient saluer les gendarmes, les militaires qui ont réagi. OK? Donc,
pour ne pas faire trop long, je voudrais dire juste ça. Premier point, rappel historique. Il montre la fibre ethnique qui était déjà utilisée depuis le départ. Il montre le fait que la France n'ait pas activé les accords de défense alors que les gens venaient du Burkina. Il démontre que 2 mois après, il y a eu des premières attaques dont ça n'avait rien à voir avec lui ni sa gestion. Il démontre ensuite qu'il était en Italie, mais comme il aime le pays, il est rentré dada. OK? Et il montre ensuite qu'à partir de cet instant, les gens, au lieu de chercher à comprendre la situation, au lieu d'activer les accords de défense, ils nous ont plongé, d'accord, avec la CEDEAO, dans plusieurs types d'accords pour favoriser le pourrissement de la situation. Et il termine par ça, cette première partie, mais le pays était déjà divisé géographiquement. Voilà, je vais m'arrêter là pour ma première partie. Plus tard, je vais intervenir quand il parle des rebelles, de leur nationalité, et puis il descend jusqu'à la CPI. Donc, c'est là la première partie, parce qu'il y a tellement d'informations, je voulais pas rush, quoi. Donc, je m'arrête là. Merci. D'accord. Merci. Merci, Tanguy. Golden. Ouais, merci pour ta passette. Pas de souci, c'est la famille. Maman Annie, la grande sœur Annie. Sois saluée.